pense qu'ils sont déjà allumés. Bien, bonsoir. Eh bien, merci d'être présent ici malgré un long week-end et un temps un peu sympathique. Donc, nous avons le plaisir, dans le cadre de Cité Philo, d'accueillir Madame Céline Spector, qui est professeure de philosophie politique à la Sorbonne, pour une discussion autour de son ouvrage qui a été beaucoup recensé, qui est sorti l'année dernière, que j'ai amené ici avec moi, Nos Demos. Donc nous allons... Merci, Souveraineté et démocratie à l'épreuve de l'Europe, que vous trouvez ici par ailleurs. Et donc, après une présentation de l'ouvrage et des thèses principales qui sont défendues par l'auteur dans cet ouvrage, je lancerai la discussion avec Madame Spector autour d'un certain nombre de questions. Et puis, bien sûr, nous vous donnerons la possibilité aussi d'interagir et de poser les questions ou nous faire part des remarques qui vous semblent pertinentes autour du propos qu'on va débuter tout de suite. Alors, à l'heure des affrontements franco-italiens autour de la question migratoire, des affrontements qui questionnent profondément la nature du lien qui a pu se tisser ou non entre les États participants à l'entreprise d'unification européenne, votre ouvrage, Céline Spector, est un plaidoyer en faveur de l'Europe, ou plus précisément d'une république fédérative européenne, seule à même, selon vous, de dépasser les apories auxquelles la construction européenne est aujourd'hui confrontée. L'Union européenne, estimez-vous, dans cet ouvrage, est en effet confrontée à ce que vous appelez son moment hamiltonien, fédération par certains aspects, notamment effectivement à travers l'union économique et monétaire qui est totalement fédérale, confédération par d'autres aspects, l'existence d'un droit de sécession, on l'a vu avec le Brexit, faiblesse de l'intégration fiscale et sociale. L'Union européenne devrait désormais, selon vous, choisir entre ces deux options et effectuer le saut fédéral que les premiers fédéralistes opposés au totalitarisme souhaitaient voir advenir à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Votre ouvrage aborde ainsi les questions centrales posées par la construction européenne. Qui est le détenteur de la souveraineté à l'échelle européenne? La souveraineté peut-elle même s'exercer en dehors du cadre étatique, voire du cadre de l'État-nation? La notion de souveraineté européenne, prônée notamment par le président français Emmanuel Macron, fait-elle sens et à quelles conditions? Autant de questions donc que vous abordez dans cet ouvrage en mobilisant notamment la pensée de Montesquieu, mais aussi celle des fédéralistes états-uniens, telle qu'elle a pu s'exprimer lors des débats entourant l'adoption de la Constitution états-unienne en 1787. Vous vous employez dans ce manifeste pro-européen, qui est aussi un ouvrage de réflexion, à réfuter point par point les arguments de ceux que vous appelez les souverainistes et pour lesquels il ne saurait y avoir de démocratie européenne, car il ne saurait y avoir de démos ou de peuple européen. L'ouvrage s'emploie ainsi donc à réfuter point par point les arguments avancés par les souverainistes et qui sont au nombre de 5, qui structurent en fait 5 arguments que vous passez en revue dans les différents chapitres de votre ouvrage et c'est sur lesquels nous allons revenir. Premièrement, pour ces souverainistes, il ne saurait y avoir de démocratie en dehors de l'État et notamment de l'État-nation. Bien qu'historiquement ce lien soit avéré, l'avènement de la démocratie étant étroitement lié à l'idée de nation comme communauté d'égaux, vous argumentez que ce lien n'est pas consubstantiel et qu'un nous, Européens, peut advenir à travers l'exercice d'une souveraineté partagée, à travers la production de biens communs européens, solidarité financière, protection de l'environnement, sécurité, et à travers l'européanisation progressive des espaces médiatiques nationaux. Prenant ainsi parti pour Jürgen Habermas contre les communautariens, vous estimez que le sentiment d'appartenance à l'Union européenne peut se fonder à l'échelle individuelle comme à l'échelle collective sur différents types d'identités,
culturelle ou politique à l'échelle nationale, politique à l'échelle européenne, des différentes identités ne s'excluant pas mutuellement, mais s'articulant entre elles de façon harmonieuse. Deuxièmement, vous vous attaquez à une objection partagée par les différents types de souverainisme, selon laquelle l'option fédérale serait condamnée. L'option d'une fédération européenne serait condamnée car elle serait incompatible avec la souveraineté étatique et avec la diversité des nations qui composent cette Europe de l'Union européenne. Alors certes, les différences, vous revenez sur les différences entre le contexte états-unien d'avènement du fédéralisme et le contexte européen. Jeunesse des colonies américaines, des États fédérés lorsqu'ils ont conclu le pacte fédéral contre ancienneté des États-nations européens. Rôle de la guerre de sécession, bien entendu, dans le développement de l'État fédéral états-unien. Partage d'une langue commune dans le cas états-unien, ce qui n'est pas le cas en Europe. Cependant, vous démontrez de façon très claire dans ce deuxième chapitre que la philosophie politique, qu'il s'agisse de Montesquieu ou bien aussi de Rousseau, très souvent mal compris, nous expliquez-vous, la philosophie politique donc a considéré fréquemment le choix fédéral comme la meilleure façon de préserver la forme de gouvernement républicaine et comme la meilleure alternative à l'empire. Conjuguer diversité et solidarité, telle est bien l'ambition du pacte fédéral, de tout pacte fédéral, le souci de la diversité étant préservé, expliquez-vous, par le maintien d'un droit de sécession et par l'application du principe de subsidiarité, qui préserve la souveraineté étatique sur un certain nombre de sujets, notamment les sujets dits sociétaux. On pense par exemple au droit à l'avortement. Troisièmement, l'ouvrage s'attaque au cœur de l'argumentation souverainiste qui consiste à affirmer que la souveraineté est une et indivisible et ne saurait être partagée ou être mise en commun par différents peuples. Contre ce postulat souverainiste, vous avancez deux idées forces. D'une part, la souveraineté des peuples européens serait déjà largement écornée dans un contexte d'économie ouverte et de libéralisation des échanges. D'autre part, si l'on accepte la validité d'une autre conception de la souveraineté, à savoir non pas la souveraineté comme finalement une capacité d'autodétermination totale et autarcique, mais la souveraineté entendue, comme vous l'expliquez, comme un faisceau de compétences et de droits, alors la Fédération européenne apparaît comme une communauté politique permettant l'exercice en commun d'un certain nombre de compétences et offrant la garantie de la protection d'un certain nombre de droits fondamentaux. Les droits fondamentaux impliquent bien sûr également des citoyens qui s'en revendiquent. Et c'est la thématique que vous abordez en quatrième partie, dans le quatrième chapitre de cet ouvrage, à savoir la question de la citoyenneté européenne. Alors ici, vous déconstruisez la double argumentation déployée habituellement contre la citoyenneté européenne, une double argumentation qui vient d'un côté des souverainistes et de l'autre de ceux qui s'inscrivent plutôt dans un horizon cosmopolite. Cette citoyenneté européenne, selon ses adversaires, serait ainsi une citoyenneté purement marchande, réduisant le citoyen au statut de consommateur, de travailleur, de prestataire de services, dans le cadre des libertés de circulation du marché commun. D'autre part, et c'est l'argument plus des cosmopolites, cette citoyenneté européenne serait dangereuse car elle tendrait à reproduire, à émuler à l'échelle européenne la logique excluante qui est celle dont procède l'État-nation. Contre ce double argumentaire, vous démontrez que non seulement les droits économiques ont été complétés progressivement par des droits politiques et par un certain nombre de droits fondamentaux, on pense au développement de la législation communautaire en matière de lutte contre les discriminations, mais aussi que la citoyenneté européenne ne trahit pas nécessairement l'idéal cosmopolite, dans la mesure où la certes timide dénationalisation des droits dans l'Union européenne est appelée à se faire au profit des citoyens de l'Union européenne, mais aussi des résidents des pays tiers. Et c'est d'ailleurs très net dans la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne.
Dans le prolongement de cette réflexion sur la citoyenneté européenne, l'ouvrage aborde dans un 5e temps, et c'est le 5e argumentaire souverainiste que vous déconstruisez, l'ouvrage aborde donc dans un 5e temps, le second argument central des souverainistes. Le premier, la souveraineté ne peut pas être divisée, elle n'est pas sécable. Le deuxième argument, c'est que finalement, une hypothétique souveraineté à l'échelle européenne serait condamnée à rester un lieu vide, car il ne pourrait exister de peuple européen qui soit susceptible d'exercer cette souveraineté. On est ici au cœur de l'ouvrage qui en explique le titre, à savoir Nodemos, pour reprendre effectivement l'article d'un juriste germano-états-unien qui avait ainsi commenté un arrêt bien connu de la Cour constitutionnelle allemande de 1993, dans lequel la Cour constitutionnelle allemande expliquait qu'une fédération européenne ne saurait être démocratique en l'état présent, en l'absence d'un peuple européen susceptible de faire vivre une démocratie européenne. Donc, en effet, l'ouvrage fait écho à cette polémique. Donc, contre cet argumentaire, à savoir il ne pourrait y avoir de titulaire de la souveraineté à l'échelle européenne car il ne pourrait y avoir de peuple européen, vous argumentez, à rebours des communautariens, qui supposent nécessaire l'existence de caractéristiques ethniques partagées pour pouvoir former un lien politique. Vous estimez donc, faisant ainsi justice à ce que Margaret Canavan, politiste, a appelé la dimension rédemptrice du politique, vous estimez au contraire qu'un peuple européen peut voir le jour à travers, d'une part, la pratique démocratique, le partage d'un certain nombre d'institutions et l'investissement, et c'est là la dimension rédemptrice du politique qui arrive, l'investissement dans un projet politique porteur de sens pour les citoyens européens. Ce projet politique, il est notamment l'objet du 6e et dernier chapitre de votre ouvrage que vous consacrez à l'Europe sociale, qui pose une question fondamentale, évidemment, qui est celle de la solidarité européenne dans sa dimension notamment financière et dans sa dimension financière interpersonnelle, puisqu'il existe déjà une solidarité financière entre les territoires à travers la politique régionale. Il existe déjà une souveraineté financière à travers la politique agricole commune. Et puis, effectivement, avec une partie de la mutualisation partielle des dettes souveraines, il existe désormais un début de solidarité financière. Alors, en effet, ce projet politique européen, objet du 6e chapitre, peut reposer, selon vous, sur une véritable Europe sociale, adossée, comme je le disais, à une solidarité financière européenne interpersonnelle. Rappelons à ce sujet combien une telle solidarité n'est jamais allée de soi à l'échelle nationale, mais a toujours fait l'objet de luttes sociales et politiques. Vous estimez que l'existence d'institutions communes, auxquelles il faudrait ajouter la monnaie, bien sûr, pour les pays membres de l'eurozone, et l'expérience répétée d'une vie démocratique à l'échelle européenne, qui implique le développement de véritables corps intermédiaires à l'échelle européenne, ces éléments donc permettront de légitimer cette solidarité financière élargie dont la pandémie de Covid a démontré qu'elle était non seulement nécessaire, mais aussi concevable. Votre ouvrage offre ainsi une réflexion très aboutie sur l'ensemble des questions essentielles posées par l'unification européenne et nous amène en fait à bouleverser les conceptions communes que nous avons d'un certain nombre de notions, comme celle de peuple, celle de citoyenneté, celle de souveraineté, sans tomber pour autant dans une vision par trop irénique de la construction européenne, dont vous avez bien conscience des limites et des apories. Alors, au-delà, bien sûr, du fait d'appeler notre public à lire votre ouvrage sur la question du peuple européen, j'aimerais entamer la discussion avec vous, Madame Spector, autour d'un certain nombre de questions, sachant bien entendu que je vous laisse la possibilité de répondre au coup par coup à chacune de ces questions-là. Ma première question est la suivante. Votre ouvrage prend au sérieux, en fait, les injonctions souverainistes à l'encontre de l'idée d'une démocratie européenne dont le sujet serait un peuple européen, un démos européen. Alors, à cet égard,
vous distinguez, certes, d'ailleurs, deux formes de souverainisme. L'un, conservateur, qui voit dans l'unification européenne la fin de la nation, qui voit dans la citoyenneté européenne une citoyenneté rivale de la citoyenneté nationale. L'autre, qu'on pourrait appeler, disons en quelque sorte, un souverainisme de gauche, qui voit dans l'Union européenne, au travers d'un certain nombre de choix de politique macroéconomique, et notamment, rien de moins que la fin de la démocratie. Alors, c'est vrai que vous regroupez fréquemment l'ensemble des critiques que vous retracez très finement, adressées à l'Union européenne, dans ce que vous appelez, je vous cite, la nébuleuse souverainiste et ou national-populiste. Alors, en procédant ainsi à ce qui s'apparente peut-être à une forme d'essentialisation du souverainisme, tout en semblant mettre sur un même plan critique souverainiste et vision cosmopolitique, ne risquez-vous pas peut-être d'alimenter le répertoire argumentaire d'entreprises intellectuelles, telles que par exemple celle de la revue Front Populaire, par exemple, qui entend réunir, derrière l'opposition, je cite ici Michel Onfray, entre ceux qui aiment le peuple et ceux qui le méprisent, qui entend réunir donc des intellectuels et des acteurs politiques venus d'horizons extrêmement divers et puis porteurs aussi de projets politiques extrêmement hétérogènes. Donc c'est la première question que j'aimerais vous poser, qui porte sur cette dénomination de souverainisme. Tout d'abord, merci beaucoup. C'est rare d'avoir une restitution aussi fidèle, aussi complète. C'est vraiment très agréable de pouvoir entendre ainsi les arguments restitués de manière vraiment, vraiment parfaitement fidèle. Alors, pour revenir un tout petit peu peut-être en amont à la généalogie de ce projet, disons, qui suis-je et pourquoi ai-je écrit ce livre ? Je viens, disons, de la philosophie politique, mais surtout de la philosophie des Lumières. Et en ce sens, mes travaux portent pour l'essentiel sur des auteurs de la philosophie politique française du XVIIIe siècle, et en particulier sur Montesquieu et sur Rousseau. Et donc, en un sens, j'ai été conduite disons, par une voie longue à m'intéresser à ces questions européennes. Je ne fais pas partie de ce qu'on appelle techniquement le champ des European Studies. C'est-à-dire, en fait, c'est un champ académique qui est très structuré et qui est généralement, essentiellement composé de juristes, spécialistes de droit européen, et puis de politistes, voilà, comme vous-même. Il y en a un certain nombre en France et puis un petit peu partout en Europe. Donc, en fait, les philosophes, jusqu'à présent, ne se sont que très peu intéressés à l'Europe. Et c'est un peu mystérieux. Pourquoi un sujet aussi important, aussi fondamental, a-t-il échappé ? Pourquoi est-ce qu'il est resté dans l'angle mort de la philosophie ? Alors, il y a des exceptions, bien sûr. Je dialogue beaucoup dans le livre avec le plus grand philosophe, encore vivant d'ailleurs, qui s'est intéressé aux questions européennes, qui est allemand, et qui est Jürgen Habermas, qui depuis les années 90, ce n'était pas le début de sa trajectoire, mais depuis les années 90, a tracé vraiment un chemin de pensée absolument spectaculaire en s'intéressant aux questions européennes. Alors, on a aussi en Belgique et en France Jean-Marc Ferry, un autre de ces grands noms, et puis en France, Étienne Balibar, qui a été sans doute l'un de ceux qui s'est intéressé de la manière la plus pertinente qui soit à ces questions européennes depuis les années 90 lui aussi. Et puis on a, juste pour retracer un tout petit peu la configuration intellectuelle, on a les héritiers de Raymond Aron, le centre Raymond Aron, qui maintenant a un petit peu changé d'esprit, mais qui pendant longtemps a adopté une sorte de tournure assez eurosceptique, en réhabilitant et en creusant davantage l'euroscepticisme de Raymond Aron lui-même. Donc Raymond Aron avait commencé à réfléchir depuis les années 50 à la question de l'Europe, et puis il avait des conclusions assez eurosceptiques. Et donc en France, en fait, ceux qui se sont emparés de la question européenne, ce sont notamment sans doute des gens que vous connaissez, Pierre Manant, Marcel Gauchet, je cite aussi Régis Debray, Paul Thibault. On a là aussi toute une nébuleuse, permettez-moi d'utiliser ce terme. Voilà de penseurs, d'intellectuels qui se sont avérés extrêmement influents dans la sphère publique en France. Et donc, ce qui m'a frappée pour ma part, quand j'ai commencé à m'intéresser aux questions européennes, c'est-à-dire en fait au moment des débats préparatoires au référendum
président à la ratification du traité constitutionnel européen en 2005, vous vous en souvenez sans doute, qui a donc donné lieu à un non retentissant en France. Bon, je m'étais intéressée à Maastricht, mais là, on avait vraiment un moment polémique extrêmement intense, des controverses partout. Donc, au moment où j'ai commencé à m'intéresser à ces questions européennes, il y avait quand même un certain désert, il faut bien le dire en France, un certain désert, en tout cas, de la part de personnes, philosophes, intellectuels, qui souhaitaient non pas au projet européen, non pas le dénoncer, mais essayer de lui trouver un intérêt, je dirais, malgré tout, c'est-à-dire malgré l'hostilité, malgré le désamour, malgré l'indifférence. Et donc, voilà, je me suis dit, pourquoi finalement un sujet aussi important, qui a un effet transformateur aussi profond sur nos démocraties nationales, est-il resté comme ça dans l'angle mort ? Donc voilà, c'était un petit peu le premier sujet de perplexité. Donc à partir de là, je me suis intéressée d'abord à la généalogie intellectuelle de l'idée d'Europe au XVIIIe siècle, puisque c'est de là que je viens, si j'ose dire. Donc avec Antoine Lilti, un historien qui est déjà venu ici, que vous connaissez peut-être, qui vient d'entrer au Collège de France, nous avons publié un livre qui s'appelle « Penser l'Europe au XVIIIe siècle ». Et c'est un recueil d'articles, voilà, qui s'intéresse à la généalogie intellectuelle de l'idée d'Europe, c'est-à-dire aux premiers philosophes et historiens qui ont essayé de penser l'Europe par-delà les nations. L'Europe comme une entité, peut-être comme une civilisation cohérente. Donc voilà, ça c'était un premier moment, et notamment on avait creusé toute la thématique de l'Empire, sur laquelle on reviendra sans doute, c'est-à-dire... Voilà, l'Europe est-elle une forme d'empire? S'oppose-t-elle au modèle classique de l'empire? C'était la question vraiment centrale dans cet ouvrage. Et puis, petit à petit, j'ai cheminé vers ce qu'on appelle la philosophie politique normative. C'est-à-dire qu'en fait, dans le livre, je ne me pose pas seulement des questions historiques ou généalogiques, mais j'essaye d'aborder, c'est plus difficile en un sens, des questions théoriques normatives, c'est-à-dire qu'est-ce que doit être la démocratie européenne pour être une démocratie digne de ce nom. Et comment penser cette démocratie européenne ou cette souveraineté européenne pour qu'elle ne remette pas en cause ce à quoi nous tenons dans les États-nations. Les États-nations tels que nous les connaissons en Europe de l'Ouest en particulier, je laisse pour l'instant de côté la question de l'Europe de l'Est, mais dans l'Europe de l'Ouest, ils se sont constitués, en plus de 2 siècles, par des luttes sociales, par des luttes politiques. Il y a un aspect politique de la démocratie, un aspect social, depuis les années 70, un aspect environnemental. Comment faire en sorte que ce qui se construit à Bruxelles ou à Luxembourg ne déconstruisent pas, ou à Strasbourg, ne déconstruisent pas les acquis fondamentaux de ce que nous estimons être une bonne démocratie. Donc voilà, c'était ça, si vous voulez, ma question fondamentale. Et à partir de là, je me suis posé une autre question qui était celle que j'avais un peu essayé de mettre en scène dans Éloge de l'injustice, donc qui est mon ouvrage précédent au Seuil en 2016. La question que je me suis posée, c'est qui est-ce qui s'oppose aujourd'hui à la démocratie européenne? Qui est-ce qui s'oppose à la démocratie post-nationale, à la démocratie au-delà de l'État-nation? Et c'est là que j'ai essayé de reconstituer ce que vous avez décrit vous-même comme une nébuleuse, c'est le terme que j'emploie, une nébuleuse souverainiste, c'est-à-dire finalement un ensemble d'intellectuels, de philosophes, de politiques, qui affirment que notre loyauté politique, notre allégeance, ne doit pas aller au-delà de l'État-nation. Donc en fait, ce n'est pas seulement une position, je dirais, descriptive, il ne s'agit pas seulement de dire non, nous n'y parviendrons pas, c'est aussi une position normative qui vise à dire non, il y a l'État qui est enserré dans ses frontières, qui a ses institutions qui se sont constituées historiquement, et nous ne pourrons et nous ne devrons pas construire quelque chose qui va au-delà de ces frontières, qui puisse être véritablement une démocratie post-nationale ou supranationale. Donc voilà, si vous voulez, ce qui m'a intéressée. Après, ce que je dis dans l'introduction du livre, que vous avez très bien restitué, c'est le fait qu'en fait, il y a plusieurs formes de souverainisme. Et on peut faire toute une typologie politique du souverainisme, un souverainisme plutôt conservateur. Donc j'évoquais la filiation de Raymond Aron. Donc ça, c'est un souverainisme généralement plutôt conservateur, avec lui aussi toute une palette de nuances qui va d'un souverainisme franchement réactionnaire et nationaliste, qui existe bien sûr en France, jusqu'à un souverainisme que j'ai étudié, républicain, et un souverainisme même qui peut être au-delà, je dirais, du souverainisme républicain, franchement progressiste,
mais qui considère, c'est le cas notamment d'un auteur qui est peut-être un peu moins connu en France que notamment en Angleterre ou aux États-Unis, qui s'appelle David Miller, un souverainisme de gauche, qui dit en fait, si on veut être redistributif, pour le dire vite, si on veut constituer vraiment une redistribution, un État-providence, eh bien on ne peut le faire qu'à l'échelle nationale. Et on n'arrivera pas à le faire au-delà de l'État-nation. Donc vous voyez qu'on a toute une palette, on a vraiment toute une palette de formes du souverainisme. Et ce qui m'a intéressée, parce que je ne suis pas politiste mais philosophe, ça n'est pas de proposer une typologie des formes de souverainisme, ça n'est pas de distinguer ou de cartographier la diversité des formes, mais c'était vraiment plutôt de trouver une armature théorique. Et ça, c'est la méthode que j'ai théorisée dans Éloge de l'injustice, c'est-à-dire quelles sont les objections les plus fortes, les plus puissantes, les plus résistantes que les souverainistes, en un sens, nous offrent. Et donc, j'ai voulu prendre au sérieux le souverainisme. Et en un sens, le prendre au sérieux, c'est-à-dire finalement lui donner toutes ses chances de nous dire pourquoi il ne faut pas être pro-européen. Pourquoi l'Europe est un mauvais projet. Pourquoi c'est une utopie finalement sans consistance. Pourquoi l'Europe ne pourra jamais être républicaine, puisque c'est ça leur discours. Et donc, j'ai voulu prendre au sérieux le discours souverainiste, mais pour mieux le réfuter. Donc, en fait, c'est une sorte de joute, d'agone, tout au long du livre. C'est un livre polémique, profondément polémique, en effet, dans ce sens-là. J'essaye de montrer que tous les arguments du souverainisme, dans leur version la plus forte, sont des sophismes. Voilà le projet. Très bien, je vous remercie. Alors, j'aimerais aborder un second aspect de votre ouvrage. Alors, vous distinguez les critiques souverainistes, comme vous l'avez très bien expliqué, de fond par rapport à la construction européenne, et la critique cosmopolitique, selon laquelle, finalement, la construction européenne répéterait à l'échelle européenne les logiques d'exclusion, de définition eux-nous, qui sont propres selon cette position, finalement, qui serait propre à l'État-nation. Alors donc, vous écrivez que, je vous cite, bien que la voie cosmopolitique soit plus conforme à notre idéal de justice, peut-être, qu'une voie, disons, qu'un projet politique qui se cantonnerait à l'échelle européenne, l'idée de république fédérative européenne paraîtrait, selon vous, plus pertinente et surtout plus réaliste que cet idéal cosmopolitique qui peine en effet à prendre corps. Alors, cette république fédérative européenne serait, dites-vous, plus pertinente que l'idéal cosmopolite, parce qu'il existerait une certaine homogénéité au sein de l'Union européenne du point de vue de la nature des régimes politiques, club de démocratie en effet, et plus réaliste également, car il serait plus aisé d'éprouver un sentiment d'appartenance à un ensemble dont les institutions communes garantissent un certain nombre de droits fondamentaux, plutôt que d'avoir une forme d'allégeance, une forme d'universalisme relativement abstrait. Toutefois, alors j'aimerais vous interroger un petit peu plus sur cette critique cosmopolitique et cette dimension cosmopolitique aussi de certains européanistes et de certains militants de la cause européenne. La candidature de l'Ukraine, mais aussi de la Moldavie à l'adhésion à l'Union européenne, dont on voit qu'elles ne se concrétiseront peut-être pas dans un avenir proche, mais enfin, leur statut de candidat a été du moins reconnu, ces candidatures donc n'illustrent-elles pas la pertinence de la dimension éminemment cosmopolitique du processus d'unification européenne? Alors, parallèlement à ces développements politiques dans le champ académique, un certain nombre d'ouvrages récents démontrent le rôle important de l'idéologie coloniale et impériale dans l'unification européenne, nous rappelant ainsi que les différentes visions de l'unité européenne se sont presque toujours inscrites dans un espace de référence au-delà de l'Europe, voire un espace de référence mondial. Ainsi, à l'heure où la question des liens, par exemple, entre l'Union européenne et l'Algérie redevient stratégique, par exemple, l'ouvrage de notre collègue Megan Brown sur la place de l'Algérie française puis indépendante dans la construction européenne nous rappelle en fait que pendant un certain temps, l'Algérie a été le 7e État membre de l'Union européenne et en tant que tel a fait partie du marché commun jusqu'en 1976.
Par rapport à ces considérations, j'ai une double question à vous poser. Plutôt peut-être que de sembler écarter, en tout cas dans un premier temps, la voie cosmopolitique comme horizon de long terme de l'unification européenne. Ne pensez-vous pas qu'il serait urgent de la réhabiliter à cet égard? Vous mentionnez dans l'ouvrage d'ailleurs que la réalisation de cette République fédérative européenne ne serait qu'une étape dans un processus de plus long terme, mais vous développez pas encore ce point, donc est-ce que c'est peut-être l'objet d'un futur ouvrage ou est-ce que ça va nourrir une réflexion ultérieure? Parallèlement, toujours sur cet idéal cosmopolitique, ne faut-il pas remettre sur la table le débat fort ancien sur finalement les frontières de l'Union européenne, dont Habermas estime qu'elle devrait être déterminée une fois pour toutes afin qu'une communauté politique puisse prendre corps? Ne faudrait-il pas revenir, au vu justement de ces candidatures ukrainiennes, moldaves, sur le caractère arbitraire du critère géographique ou du critère civilisationnel d'appartenance à l'Europe? Et quelle est votre position, effectivement, sur cette question des frontières? Faut-il les borner une fois pour toutes? Et selon quels critères? Merci beaucoup. Il y a beaucoup de questions dans votre question. Donc, je vais au moins répondre à quelques-unes. Tout d'abord, sur la question du cosmopolitisme. Alors, je voudrais préciser, tout d'abord, à titre préalable, que mon livre est une critique et une polémique contre le souverainisme et en aucun cas une polémique contre le cosmopolitisme. Donc, je ne renvoie jamais dos à dos les deux positions. Voilà, ça c'est vraiment pour que ce soit bien clair. Alors qu'est-ce que le cosmopolitisme et pourquoi est-ce que je n'ai pas été totalement cosmopolitique, si j'ose dire, dans mon ouvrage? Alors le cosmopolitisme se présente sous toute une série de formes, mais disons que pour essayer de lui redonner une consistance et une généalogie intellectuelle, il faut le faire remonter à Emmanuel Kant, donc là aussi à la philosophie des Lumières au XVIIIe siècle, et notamment à un texte fondateur, un opuscule absolument extraordinaire, qui est paru en 1795 et qui s'intitule, traduit donc sous le titre « Vers la paix perpétuelle ». Vers la paix perpétuelle, donc c'est un ouvrage assez court mais magistral, voilà, si vous ne l'avez pas en mémoire, il faut absolument le relire, où Kant propose notamment d'inventer une nouvelle forme de droit qui s'appelle le droit cosmopolitique, qui serait distinct par essence du droit international, ce qu'on appelait à l'époque le droit des gens, c'est-à-dire le droit, disons, interétatique. Donc qu'est-ce que c'est que ce droit cosmopolitique? C'est le droit des citoyens du monde. On retrouve l'idée cosmopolitique antique par là, le cosmopolite, c'est le citoyen du monde. Et les citoyens du monde, pour Kant, le fait que nous soyons sur la Terre, et que par ailleurs, d'ailleurs, la Terre soit ronde, le fait de la sphéricité de la Terre, qui fait que les hommes se rencontrent, qu'ils puissent migrer, qu'ils puissent émigrer, immigrer, qu'ils puissent aussi faire du commerce, et notamment du commerce lointain, tout ça fait que les hommes vont se confronter non seulement en tant que concitoyens, mais aussi comme étrangers. Et ce que Kant veut théoriser avec le droit cosmopolitique, c'est le droit des étrangers. Mais en un sens très particulier, au moment où précisément, vous en avez parlé, la colonisation européenne bat son plein, on est à la fin du XVIIIe siècle, donc la colonisation contre laquelle Kant, après Montesquieu, après Rousseau, s'est élevé, bien sûr. Donc au moment où la colonisation européenne bat son plein, il s'agit de limiter les effets pervers et les effets nocifs de cette colonisation. Et en particulier, le droit cosmopolitique, pour Kant, c'est le droit qu'il interprète comme un droit à l'hospitalité, qui n'est pas un droit de séjour universel, qui n'est pas un droit de résidence universelle, mais simplement ce qu'on peut rappeler un droit de visite universelle. Le fait que tous les hommes peuvent voyager partout sur la Terre sans être considérés comme des ennemis. C'est ça le droit cosmopolitique pour Kant. Et à partir de cette idée qu'il faut un droit cosmopolitique, un droit des étrangers, à ne pas être traités comme des ennemis, il s'est constitué tout un pan de la philosophie politique qui s'est ancré dans ce texte et qui lui a donné toutes sortes de dimensions. Alors, sans rentrer, je ne vais pas faire un cours sur le cosmopolitisme, mais je voudrais simplement dire qu'il y a plusieurs variantes. Comme il y avait plusieurs variantes du souverainisme, il y a plusieurs variantes du cosmopolitisme. Il y a un cosmopolitisme moral, et j'espère que tout le monde dans cette salle adhère à cette thèse,
qui consiste à dire « nous sommes tous égaux, tous les êtres humains sont par nature libres et égaux en droit », c'est l'article 1 de la Déclaration, si vous voulez, et par conséquent, il y a une égale valeur de toutes les vies humaines. Et on doit donc traiter tous les hommes, on pourrait dire, comme des fins en soi. Ça, c'est le cosmopolitisme moral. Et donc, dans ce cas, l'État-nation, on pourrait dire, n'a qu'une valeur arbitraire, une valeur politique. Mais il y a aussi un cosmopolitisme politique, et pas seulement moral, qui a lui aussi plusieurs formes, mais qui est notamment lié à des théories de la justice mondiale, de la justice globale, avec l'idée qu'au fond, on ne doit pas réserver la justice sociale précisément à l'État-nation, ni même à des régions comme l'Europe, comme l'Amérique, comme je ne sais quoi encore, comme l'Afrique, si vous voulez. On ne doit pas réserver la justice sociale à des régions, il faut tout de suite la penser au niveau mondial. Et donc, ça a des implications, notamment en termes de lutte contre la pauvreté, de réduction des dettes. Enfin, vous imaginez aujourd'hui toutes les questions climatiques qui sont abordées notamment lors des COP, c'est-à-dire la question de comment on aborde les rapports Nord-Sud, notamment. Donc ça, c'est la question cosmopolitique politique. Et dans celle-ci, il y a aussi un cosmopolitisme institutionnel qui est encore plus fort que l'idée qu'il faut bien sûr réduire les inégalités à l'échelle du monde, qui consiste à dire, ce cosmopolitisme institutionnel, qu'il faut créer un Parlement mondial et une démocratie cosmopolitique, avec justement des citoyens du monde qui puissent s'exprimer, on pourrait dire, et éventuellement voter, lorsqu'ils sont concernés par une loi, par une mesure, par une règle. Évidemment, par exemple, c'est le cas dans les affaires climatiques où les problèmes climatiques sont évidemment, on pourrait dire, transnationaux par essence. Bon. Donc voilà, il y a toutes sortes de variantes du cosmopolitisme. La raison pour laquelle, dans ce livre, je ne suis pas pleinement cosmopolite, alors même que, je dois dire, tous les philosophes qui aujourd'hui s'intéressent à l'Europe pour la défendre le sont, quasiment tous. Habermas, Jean-Marc Ferry, on pourrait en citer beaucoup d'autres. La raison pour laquelle j'ai des réserves à l'égard du cosmopolitisme, elle est, on pourrait dire, assez politique. C'est une question qui tient au régime politique susceptible de pouvoir s'associer pour développer des institutions communes. Comment peut-on associer, sur une base libre et volontaire, des nations ? Quel genre de contrat social peut-on imaginer entre des nations qui acceptent de s'associer volontairement et de partager un destin commun ? Ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas associer des dictatures et des démocraties. Voilà. C'était la thèse, au demeurant, de Kant lui-même, dans Vers la paix perpétuelle, c'est-à-dire que Kant proposait un fédéralisme des États libres, et il affirmait que pour qu'on puisse concevoir une fédération, il fallait d'abord que les États deviennent républicains. On ne pouvait pas concevoir de fédération avec des monarchies potentiellement absolues ou despotiques qui risquaient de faire péricliter complètement le fonctionnement de la fédération. Donc, parce que je suis fédéraliste, et en un sens plus fidèle à Kant peut-être que les cosmopolites d'aujourd'hui, je considère qu'il ne peut y avoir de fédération de peuples libres qu'entre des États républicains, et qu'on ne peut pas associer politiquement démocratie et dictature. Et donc l'Union européenne, en tant que club, vous l'avez rappelé, de démocratie, plus ou moins, on a le problème des démocraties illibérales, qui portent atteinte à l'état de droit, et c'est un problème majeur, mais disons que, du point de vue, en tout cas, des règles d'adhésion, il faut être une démocratie pour adhérer à l'Union, c'est ça qui compte, il faut être un État de droit, et bien, de ce point de vue-là, on ne peut constituer de fédération qu'à partir de républiques. Et ça répond à votre deuxième question, sur la question de l'adhésion de l'Ukraine ou de la Moldavie, où est-ce qu'il faut arrêter les frontières de l'Union européenne, une question à laquelle je ne peux absolument pas vous répondre. Enfin, bien malin celui qui pourrait d'ailleurs y répondre. Je pense que la question des frontières, elle est nécessairement conventionnelle et arbitraire. C'est-à-dire, où est-ce qu'on arrête le continent européen ? On dit, de l'Atlantique à l'Oural, disait le général de Gaulle. Donc, il faut savoir exactement où est-ce qu'on veut arrêter le projet européen, et la guerre en Ukraine est aussi une conséquence de cette question de savoir où on veut arrêter le projet européen et où on doit l'arrêter. Question très délicate. Mais en tout cas, ma position est totalement institutionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, on a en Europe défini des critères d'adhésion. On appelle ces critères les critères de Copenhague. Ils ont été officialisés en 1973, au moment de l'adhésion d'ailleurs de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni.
Et donc, on a des critères d'adhésion avec un certain nombre de chapitres. Et comme vous le savez sans doute, il faut vraiment cocher toutes les cases pour pouvoir prétendre rentrer dans un processus de candidature qui généralement dure parfois 10 ans, parfois 20 ans. Enfin, processus très long. Et on voit d'ailleurs que ça a été l'un des éléments de discussion à propos de l'Ukraine. Pour ma part, je ne suis pas du tout pour la remise en cause d'un tel processus long, parce que je pense qu'il est indispensable si on veut véritablement, c'est mon intention, construire une Europe politique et pas seulement un marché commun, pas seulement une zone de libre-échange, pas seulement un espace régi par la liberté de circulation, c'est déjà magnifique, la liberté de circulation des capitaux, des biens, des marchandises, des personnes, c'est déjà extraordinaire. Mais pour moi, le projet européen, c'est tout autre chose. Et donc, si on veut une Europe politique, il est impossible de considérer que les frontières de l'Europe sont indéfinies. D'où d'ailleurs la discussion récente, dont vous avez peut-être entendu parler, entre Union européenne et communauté politique européenne. Il y avait eu un premier projet en 1989 par François Mitterrand, un peu analogue à celui qu'Emmanuel Macron a proposé de nouveau avec Enrico Letta notamment. Donc voilà, c'est un autre projet, c'est un projet plus lâche, qui peut impliquer une forme d'organisation internationale avec des enjeux de défense, des enjeux de sécurité collective, mais qui ne sera pas l'Union européenne. L'Union européenne, c'est autre chose. C'est un parlement, c'est un conseil, c'est une commission, c'est une cour de justice, c'est une banque centrale, c'est un certain nombre d'institutions fédérales. Je pense que tout le monde n'a pas forcément conscience du caractère fédéral de ces institutions, mais nous sommes déjà dans une fédération. Et une fédération, ce n'est pas quelque chose d'infini. Il lui faut des frontières. Donc on sait où elles vont s'arrêter, mais il faut qu'il y en ait. Je vous remercie pour cette réponse très claire qui rejoint la position d'ailleurs de Jürgen Habermas sur cette même question et pour avoir éclairé de façon très, très claire votre positionnement par rapport à cette dimension cosmopolitique. Je vais aborder une troisième question autour de votre ouvrage. Je l'ai dit, de façon très convaincante, vous plaidez dans cet ouvrage en faveur d'une solidarité européenne. Alors qui peut se décliner de différentes façons, notamment financières, mais on peut penser à une solidarité migratoire, qui fait aujourd'hui défaut, une solidarité énergétique, une solidarité diplomatique, effectivement, qui serait même amenée, a priori, à se décliner dans différents secteurs de l'action publique. Cette solidarité serait donc... vous l'estimez, comme vous l'argumentez, le ferment d'un potentiel démos européen. Et parallèlement, vous préconisez le développement d'une forme d'instruction civique pour socialiser en fait les futurs citoyens à l'Europe, tout en indiquant qu'il existe déjà à l'échelle européenne une forme de société civile européenne. Alors, parallèlement, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de travaux qui ne sont pas dans nos disciplines respectives, pas en Sciences Po et pas en philosophie politique, mais notamment en sociologie, ou parfois peut-être en sociologie politique. Par exemple, je pense à des travaux sur la Confédération européenne des syndicats qui ont été réalisés par la sociologue Anne-Catherine Wagner, qui démontre en fait le caractère relativement élitiste de cette société civile telle qu'elle se déploie dans la bulle bruxelloise, et qui démontre finalement que cette citoyenneté européenne, elle peine à revêtir un sens social encore pour beaucoup d'Européens en raison de la faible mobilité, notamment intra-européenne. Moins 5% de la population de l'Union qui réside dans un État membre autre que celui de son État membre de naissance. Alors, en insistant ainsi, d'ailleurs à juste titre, mais sur la possibilité d'une socialisation commune à l'Europe, finalement, tout en prenant en compte le caractère élitaire de ces fragments de société européenne que nous avons pour l'instant, ma question est de savoir quelle place vous laissez à la conflictualité, aux conflits, aux mouvements sociaux dans ce projet d'Europe politique. L'existence d'une conflictualité sociale européenne ne serait-elle pas, si elle existait, il existe peu ou quasiment pas de mouvements sociaux européens, ne serait-elle pas peut-être le meilleur indicateur de l'émergence potentielle d'une société européenne ? Alors, à cet égard, certains de nos collègues, comme par exemple le politiste Antoine Vauchez, avaient rappelé que lors de la mobilisation des Gilets jaunes, l'Europe est restée la grande absente
du débat national, alors que cette mobilisation, précisément, illustrait la pertinence d'enjeux politiques, énergétiques, démocratiques, maintien des services publics, inégalité sociale, environnementale, enjeux donc dont la dimension européenne est patente. D'où ma question, effectivement, quelle place faites-vous au conflit, à la conflictualité dans cette République fédérative européenne que vous appelez de vos voeux? Merci beaucoup. Alors, juste un petit mot sur les travaux, en effet, de la sociologue que vous avez mentionnée et que j'ai un peu découvert grâce à vous, donc je vous en remercie, Anne-Catherine Wagner, sur la Confédération européenne des syndicats, parce qu'en fait, elle ne montre pas seulement qu'il s'agit d'une socialisation élitiste, même au niveau syndical. Alors évidemment, il y a un critère, il y a une chose qui, en effet, bloque un peu la socialisation au niveau européen comme au niveau international, c'est la maîtrise des langues étrangères et c'est la maîtrise de l'anglais. Et ça, elle le dit bien, c'est vrai que tous les syndicalistes ne sont pas forcément à l'aise, et de même que nous-mêmes, on n'est pas toujours à l'aise, dans des contextes plurinationaux. Donc il y a toujours l'obstacle linguistique qui est présent. J'étais au Parlement européen il y a 10 jours. Je peux vous dire qu'ils ont des moyens de surmonter les obstacles linguistiques qui sont assez impressionnants quand même. Donc l'interprétation de qualité, ça débloque quand même pas mal de choses. Mais ce qu'elle montre très bien, Anne-Catherine Wagner, c'est qu'au fond, il y a quand même une société civile, notamment structurée au niveau syndical. Et Jacques Delors, qui était l'un de ceux qui a le plus promu cette Confédération européenne des syndicats, le dialogue social au moment de Val-Duchesse, était l'un de ceux qui comptait le plus sur cette structuration de la société civile par les corps intermédiaires et par les syndicats pour faire avancer l'Europe sociale. À une époque où, je vous le rappelle, ceux qui ne voulaient absolument pas de l'Europe sociale, c'était les Anglais. Donc, en fait, c'est les Anglais qui ont systématiquement, à tous les moments de l'histoire, bloqué les réformes sociales. Et Delors, qui devait vendre l'acte unique à Margaret Thatcher, avait dit, bon, alors, on vous vend d'abord le marché commun, et puis ensuite, en douce, on va essayer de faire passer l'Europe sociale et l'Europe politique. Bon, c'était un pari audacieux qui n'a fonctionné que de manière très imparfaite, il faut bien le dire, parce que, de fait, il y a eu un blocage systématique, de même au moment de la négociation sur la Charte des droits fondamentaux en 2000. Donc je laisse cet aspect-là de côté pour revenir à la question de la conflictualité. C'est très intéressant. J'étais à un colloque la semaine dernière à Lyon sur la conflictualité. C'est vrai, et ça je l'ai observé aussi quand j'étais au Parlement européen il y a 10 jours, mais c'est quelque chose que tout le monde dit, que la démocratie européenne fonctionne de manière beaucoup moins agonistique que certaines démocraties européennes. Alors je dis tout de suite certaines et pas toutes. Parce qu'en fait les politistes savent bien que même si on regarde les différentes démocraties en Europe, elles ne fonctionnent absolument pas toutes de la même façon. Et en anglais, on dit qu'il y a certaines démocraties qui sont plus adversarial. C'est difficile à traduire, mais agonistiques, disons. Agonistiques que d'autres. Par exemple, en Angleterre, la première grande démocratie européenne, la structuration de la vie bipartisane entre les Tories et les Whigs depuis le XVIIIe siècle fait qu'il s'agit d'une démocratie très agonistique. Depuis le début, c'est une démocratie parlementaire et elle est conflictuelle. En France, on a des formes de conflictualité politique, surtout en ce moment, on s'en est bien rendu compte, qui sont extrêmement exacerbées et mises en scène. C'est évidemment pas le cas dans les démocraties européennes qui sont plus habituées aux compromis et aux coalitions, notamment en Europe du Nord, voire en Allemagne. Donc évidemment, déjà en Europe, toutes les démocraties ne sont pas conflictuelles. Ce qui caractérise la démocratie européenne dans ses principales institutions, et notamment la Commission européenne. Je voudrais dire un mot de la Commission. C'est quand même elle qui a le monopole de l'initiative législative. C'est en effet le privilège donné à une forme d'expertise, de neutralité, de compétence, d'objectivité, une volonté de dépassionner les débats, de mettre en quelque sorte la vie politique à l'abri des passions populaires. Et ça, c'est la raison pour laquelle les gens n'aiment pas l'Europe, parce qu'ils disent que c'est une Europe technocratique, c'est une Europe froide, c'est une Europe qui impose des diktats normatifs sans véritablement faire droit à la vie politique démocratique. Mais il y a aussi le Parlement européen. Et dans le Parlement européen, vous le savez, il y a des partis politiques, il y a des familles de partis, et il y a des conflits. Enfin, voilà, ils ne sont pas forcément aussi mis en scène et exacerbés que ceux qu'on a l'habitude de voir en France, à l'Assemblée nationale notamment, mais il y a des affrontements partisans. Et notamment depuis que les questions
sociales et environnementales sont à l'ordre du jour en Europe. Tant qu'on en était, on pourrait dire, à la création du marché intérieur, les débats étaient assez techniques et on pouvait trouver des compromis et des coalitions. Depuis qu'il s'agit vraiment de redistribuer et que les questions sociales, qui pourtant ne sont pas dans les compétences de l'Union européenne, sont quand même venues là, notamment avec la pandémie, et les questions environnementales avec le Green Deal, avec le Pacte vert, sont devenues vraiment des questions prioritaires dans l'agenda politique européen, et bien finalement les clivages droite-gauche se sont reconstitués. Et les 7 familles politiques qui siègent au Parlement européen, évidemment, sont plus promptes au compromis que ce qu'on voit, nous, dans notre Assemblée nationale. Et c'est un fonctionnement beaucoup plus constructif, pour ce que j'ai observé, en fait, qui fonctionne beaucoup mieux que ce que nous connaissons en France, et qui est aussi beaucoup plus transparent, beaucoup plus fondé sur une forme d'accountability, c'est-à-dire le fait de rendre des comptes. En fait, c'est une forme politique qui, à mes yeux, est beaucoup plus démocratique au fond, mais qui met moins en scène les conflits. Alors, je dis moins, parce qu'en réalité, vous avez peut-être tous le souvenir d'un moment qui a été une sorte d'exacerbation de la conflictualité au niveau européen, de manière volontaire. Ça s'est passé en 2016, au moment de la ratification du traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, le CETA. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. En octobre 2016, donc au Parlement, dans l'enceinte parlementaire, un homme s'est opposé à la ratification par le Parlement du traité de libre-échange, plus de 1000 pages, 1200 pages, qui avait été négocié en secret pendant plusieurs années par la Commission européenne. La Commission européenne a le pouvoir de négocier les traités de libre-échange. C'est son droit. Mais ensuite, il faut une ratification parlementaire. Et donc, celui qui s'est opposé, tout seul, à la ratification, c'est Paul Magnet. Paul Magnet, vraiment, c'est un homme extraordinaire. Donc, c'est en fait quelqu'un qui a une carrière de politiste. Voilà, il a enseigné à l'ULB, il enseigne encore à Sciences Po Paris, qui a une carrière académique et qui, par ailleurs, est devenu un homme politique de tout premier plan en Belgique, donc maire, bourgmestre, comme on dit, de Charleroi, et président, ministre de la région Wallonie. Et c'est à ce titre, en tant que président de la région Wallonie, qu'il a pu mettre son veto à la ratification du traité. Et il l'a fait, vous retrouverez le discours sur YouTube, il l'a fait avec un discours volontairement conflictuel pour précisément dire, voilà, nous sommes un Parlement, nous pouvons reconstituer des clivages politiques, et puisque moi je défends des standards sociaux et environnementaux dans les traités de libre-échange, je veux que l'Union européenne soit pionnière en matière sociale et environnementale, eh bien c'est le moment de dire non, on ne veut pas d'un traité de libre-échange qui certes donne quelques garanties sociales et environnementales, mais qui ne sont pas suffisantes. Et donc, cet enjeu des traités de libre-échange, il faut le mettre au premier plan. Donc voilà, il y a de la conflictualité, mais pour conclure, pour répondre à votre question, il y a une bonne et une mauvaise conflictualité. Et depuis Machiavel, dans la philosophie politique, on essaye de distinguer les bonnes et les mauvaises formes de conflictualité. Conflit n'est pas bon en soi. N'en déplaise à Chantal Mouffe, je suis désolée. Il n'y a pas de conflictualité qui soit structurellement bénéfique. Il y a des formes corrompues de conflictualité. Et il y a des formes bénéfiques de conflictualité. Les formes de conflictualité corrompues, à mes yeux, ce sont par exemple celles qui ont lieu aujourd'hui autour de la question de l'état de droit en Europe. On en reparlera peut-être, mais à mes yeux, ce sont en fait des questions assez aporétiques qui n'ont aucun moyen de produire des effets bénéfiques sur la structuration institutionnelle de l'Union. Des conflits qui sont bénéfiques, ce sont des conflits qui peuvent donner lieu à des meilleures institutions. C'est ce que dit Machiavel dans les discours sur la première décade de Tite-Live. Les conflits bénéfiques en politique, comme entre les patriciens et les plébéiens à Rome, c'est quand les luttes politiques permettent d'inventer de nouvelles institutions qui favorisent la liberté. Et donc, par exemple, l'invention des tribuns du peuple à Rome, voilà, on a un nouvel instrument politique, les tribuns du peuple vont faire progresser la République et donner une nouvelle voix au peuple et à la liberté politique. Il y a des moments de conflictualité qui permettent la naissance de nouvelles institutions, et ça, ce sont, on pourrait dire, des bons conflits, mais il y a aussi des conflits stériles, des conflits peu féconds, et à mon avis, c'est le sens du conflit qui est aujourd'hui celui qu'a la Commission et le Parlement avec la Pologne et la Hongrie. Sur cette question, effectivement, je vous remercie pour cette réponse très précise, très éclairante sur la question de la conflictualité et sa place dans l'Union européenne et dans ce potentiel République fédérative.
peut-être une avant-dernière question que j'aimerais vous soumettre. Alors, vous débattez de façon très précise de la thèse du déficit démocratique, hein, cette idée selon laquelle on aurait un déficit démocratique redoublé à l'échelle de l'Union européenne. Alors, thèse que vous nuancez à juste titre en avançant l'argument selon lequel le déficit démocratique serait tout aussi prononcé à l'échelle nationale. Donc, on jugerait finalement avec des standards plus élevés, des attentes plus élevées, la qualité de la démocratie à l'échelle européenne par rapport à la démocratie nationale. Alors, c'est vrai, parallèlement, c'est vrai que les corps intermédiaires sont encore plus faibles à l'échelle européenne qu'ils le sont à l'échelle nationale. Partis politiques, médias, syndicats. Et vous rappelez d'ailleurs, à juste titre, car ça n'est pas une critique, je le dis, c'est une critique, c'est un plaidoyer pro-européen, mais qui est très au fait des critiques précises qui sont formulées à l'encontre de l'Europe. Vous rappelez en effet que dans une certaine mesure, la construction européenne aggrave l'affaiblissement de ces corps intermédiaires, mais elle est aussi un espace où ils pourraient se réinventer. Face à ce constat, à savoir que finalement le déficit démocratique se pose tout autant, sinon plus, à l'échelle nationale qu'à l'échelle européenne, la question se pose peut-être alors de savoir si le problème, entre guillemets, de la citoyenneté, conçu comme participation active à la vie de la cité, n'est pas avant tout le problème de la citoyenneté européenne, n'est-il pas avant tout finalement un problème de citoyenneté plutôt qu'un problème européen? C'est la question que je voulais vous poser. De même, l'urgence n'est-elle pas celle de retisser finalement du lien social à l'échelle nationale qu'à l'échelle européenne où un lien social peine encore finalement à se matérialiser pour la plupart d'entre nous? Merci. Je pense qu'il ne s'agit pas du tout d'une alternative. C'est-à-dire on ne doit pas être soit localiste, soit universaliste. On ne doit pas être soit attaché à l'État-nation, soit pro-européen. Ça, à mon avis, c'est une illusion complète. Et donc, je pense que par ailleurs, beaucoup, si on prend vraiment à l'échelon le plus, je dirais, le plus bas de la citoyenneté active, beaucoup d'individus sont polymilitants. Ils militent dans une association éventuellement féministe, ensuite une association de droits des migrants, ils vont peut-être être dans un parti politique par ailleurs, et pourquoi pas ensuite participer à des mouvements de jeunesse au niveau européen. Donc je ne crois pas du tout qu'il faille forcément voir ça comme un choix décisif qu'on aurait à faire entre s'investir au niveau local, au niveau national ou au niveau supranational. Par contre, ce qui m'intéresse davantage, c'est ce que vous disiez du déficit démocratique européen. Est-ce que c'est vrai? C'est quand même une vraie question. 1, qu'il y a un déficit démocratique européen, et 2, que l'Europe mine, dévitalise nos démocraties. Parce que c'est quand même une vraie question. Et il y a un vrai débat là-dessus. Lorsqu'on essaye de l'aborder de manière un peu sereine, je crois qu'il faut essayer de faire la part des choses. Ce qu'on veut dire lorsqu'on dit déficit démocratique européen, c'est, premièrement, qu'il y a une forme de dépolitisation à l'échelle européenne. Et c'est ça que vous évoquiez en disant les corps intermédiaires sont plus faibles. Est-ce que c'est vraiment vrai ? Il faut être un tout petit peu prudent, parce que quand on va à Bruxelles, comme vous le savez, il y a des lobbies. Il y a des lobbies industriels, il y a des lobbies qui ont permis notamment des choses abominables, par exemple le fait qu'on n'a pas interdit le glyphosate alors qu'on aurait dû l'interdire. Enfin, il y a eu récemment toute une renégociation d'une directive sur les polluants chimiques, la directive REACH, sur lesquelles les lobbies industriels ont agi. Donc il y a des lobbies qui évidemment poussent leurs intérêts, notamment le lobby automobile allemand très très puissant. Et puis, il y a des ONG. Et il faut se rendre compte que l'enceinte parlementaire européenne est en dialogue constant, de même que la Commission européenne, avec ces ONG. Et beaucoup plus qu'en France, il y a des dialogues et des consultations et des concertations avec ce qu'on appelle la société civile organisée. C'est-à-dire justement, notamment avec les ONG environnementales, qui ont en fait pignon sur rue à Bruxelles et qui sont très puissantes. Et donc, si vous voulez, après, c'est un combat, on parlait de conflictualité, c'est un combat entre, d'un côté, les lobbies chimiques, notamment le lobby chimique allemand, et puis, d'autre part, les ONGE, qui ont aussi des arguments et qui ont aussi des formes, on pourrait dire, de pression politique qu'elles peuvent exercer sur la Commission et le Parlement. Et donc la différence, si vous voulez, par rapport à la France, du point de vue de la logique des lobbies et de la société civile, c'est qu'en France, on a des effets de cour. Et parfois,
parfois, on pourrait dire, le rapport entre les lobbies et les décideurs politiques est beaucoup moins transparent, beaucoup moins clair et beaucoup plus masqué, beaucoup plus dissimulé que ce qu'on voit à l'échelle européenne. Donc voilà, ça c'est juste une petite clarification pour qu'on ne se trompe pas trop. Donc lorsqu'on parle de déficit démocratique européen, on parle aussi de dévitalisation de la démocratie. On dit finalement, il y a peu de gens qui votent aux élections européennes. On a souvent, par exemple en France, plus de 50% d'abstention. On considère que les élections européennes sont des élections de second ordre. Mais là, je dirais, d'où vient la responsabilité de ce désengagement et de cette renationalisation des élections européennes? Je pense que les personnels politiques nationaux ont une large responsabilité aussi, dans le fait que, précisément, les enjeux européens ont du mal à accéder à l'espace public, médiatique notamment. Alors, c'était différent l'an dernier, je ne sais pas si vous l'avez observé. Il y a eu l'an dernier, notamment depuis la pandémie, surtout, des enjeux européens, puis la guerre en Ukraine, qui, en fait, se sont vraiment élevés dans l'espace médiatique, qui ont permis une vraie diffusion des problématiques au-delà de ceux qui, comme moi, regardent Euronews. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais bon, voilà, il y a eu, ou Arte, il y a eu une vraie diffusion des enjeux européens. Mais sinon, voilà, la dévitalisation démocratique, elle vient aussi du mensonge et de la mythologie politique dans laquelle vivent nos États-nations. En essayant de prendre Bruxelles comme bouc émissaire de tous les maux de nos démocraties, en prétendant qu'il y a toujours des dictates qui viennent d'en haut, alors qu'il n'y a aucune directives européennes qui ne doivent pas passer par un processus de ratification parlementaire et ensuite être transposées éventuellement, après il y a des questions un peu précises dans le droit européen, mais transposées dans le droit national. Ça ne tombe pas d'en haut comme si on était dans un empire et puis voilà, le sultan avait décidé que. C'est pas comme ça. Donc voilà, il faut, je pense, relativiser et malheureusement on a un peu une méconnaissance des institutions européennes. D'où l'aspect éducation que vous avez évoqué. Moi, je tiens beaucoup à cette Bildung, alors à cette acculturation, qui passe notamment par les échanges Erasmus, qui passe par une sensibilisation scolaire et universitaire et plein d'autres choses encore. Et je pense qu'elle est indispensable si on veut faire vivre la démocratie européenne dans un espace public structuré, exigeant et dynamique. Merci. Alors j'ai une dernière question à vous poser que vous avez commencé à aborder en parlant de la question, et puis avant d'ouvrir le débat à la salle. Une dernière question à vous poser à laquelle vous avez fait allusion en parlant de la question de l'état de droit en fait, dans l'Union européenne, et en disant finalement là c'est un exemple d'une mauvaise conflictualité au sens où vous l'avez défini. Alors, on l'a dit, dans cet ouvrage, vous évoquez le moment hamiltonien de l'Union européenne. Donc, votre ouvrage opère un parallèle, bien sûr conscient des différences, mais entre le choix des conventionnels états-uniens en 1787 en faveur d'un pacte fédéral et la construction européenne actuelle. Il prône, on l'a dit, une république fédérative européenne, une fédération européenne, afin de sortir des apories actuelles donc, que vous avez bien expliquées. Alors, ma question est la suivante, c'est que dans le cas états-unien, du moins initialement, le choix d'un pacte fédéral a quand même eu un prix qui a été de ne pas aborder la question de l'esclavage, de renoncer à aborder la question de l'esclavage, de régler la question de l'esclavage dans le texte constitutionnel, c'est-à-dire que finalement... au nom de ce qu'on pourrait appeler peut-être aujourd'hui dans l'Union européenne le principe de subsidiarité. Alors aujourd'hui, bien que effectivement l'Union européenne puisse s'apparenter à certains égards à un club de démocratie, on le sait, vous l'avez rappelé, certains dirigeants européens se réclament d'une conception de la démocratie qui se définit comme alternative à la démocratie libérale. Le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, pour ne pas le citer, justifie ainsi un certain nombre de choix politiques, remise en cause en effet des droits des minorités sexuelles, lutte contre une supposée idéologie du genre, donc des choix qui sont justifiés, selon lui, par la légitimité que lui a conférée par le suffrage universel une majorité d'électeurs hongrois depuis 2010, bon an, mal an. D'où ma question, finalement, en reprenant, à toute proportion gardée, bien sûr, le parallèle avec l'histoire états-unienne, la République fédérative européenne, que vous appelez, on l'a compris, de vos voeux,
ne peut-elle pas se faire qu'au prix d'un renoncement, c'est-à-dire un renoncement à une vision partagée au sein de la démocratie, au sein de l'Union européenne, au nom précisément de la souveraineté des peuples. Alors je me fais un peu l'avocate du diable en disant ça, j'en ai conscience, mais voilà, comment est-ce qu'on peut effectivement évacuer ce débat de la démocratie libérale et de conception alternative de la démocratie au sein même de cette future république fédérative? Merci, non, c'est une question essentielle. Et peut-être aporétique. Alors, je voudrais d'abord revenir sur la question de la souveraineté que vous aviez évoquée dans votre résumé de mon livre, et puis je pense que c'est une question vraiment centrale. Voilà. Il y a deux manières, pour le dire vite, de penser la souveraineté. Alors, si vous êtes philosophe ou si vous avez eu des cours de philosophie politique, on vous a appris la souveraineté à partir de Jean Bodin, à l'issue des guerres de religion, la création d'un État fort, d'un État-nation fort, à la fois contre la tutelle papale et contre la tutelle impériale. Donc c'était le roi contre le pape, le roi contre l'empereur, et aussi, à l'échelle inférieure, le roi contre les seigneurs féodaux. Et donc on a essayé de constituer cette strate de la légitimité de l'État, c'était ça la souveraineté, l'État souverain, sur un territoire, sur une population, avec une maîtrise évidemment de la sécurité nationale, contre les ingérences possibles de ces tutelles. Donc c'était ça la souveraineté, elle a commencé au XVIe siècle avec la fondation des États-nations centralisés, qui était déjà en cours de constitution. Bodin, Hobbes, Rousseau, ce sont les grands penseurs de la souveraineté. Et quand ils pensent la souveraineté, ils pensent l'essence de l'État. Et l'essence de l'État, c'est finalement un certain nombre de propriétés qui sont ce qu'on peut appeler les marques de la souveraineté. C'est ce que dit Hobbes, qui est le plus fort penseur de la souveraineté qui ait jamais existé dans l'histoire de la philosophie. Et ces marques de la souveraineté, c'est-à-dire ces propriétés qui sont attachées à son essence, sont d'une part l'unité. La souveraineté est une. Si on a deux souverains, c'est la fin. Ils vont s'entretuer. Bon, c'est l'histoire anglaise. La souveraineté est une. Elle est indivisible. Elle est inaliénable. Elle est perpétuelle et elle est absolue. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais cette idée du caractère absolu de la souveraineté est absolue ou elle n'est pas, est fondamentale pour Hobbes comme pour Rousseau. Et avec cette idée que si l'on commence à penser le partage de la souveraineté, si l'on commence à penser des parties de la souveraineté, comme c'était le cas en Angleterre par exemple, avec l'idée qu'on a les lords, les communes et le roi qui en quelque sorte sont les trois États qui s'équilibrent dans la constitution anglaise, eh bien pour Hobbes c'est la fin de l'État, parce qu'il y aura trop de rivalités finalement qui vont dissoudre et déstructurer l'État. Mais il y a aussi une deuxième tradition de la souveraineté, et c'est celle que j'ai voulu réhabiliter dans mon livre. Cette autre généalogie de la modernité politique, elle part précisément au XVIIIe siècle, on pourrait dire, des adversaires de Rousseau, ou plutôt de ceux que Rousseau a considérés comme ses propres adversaires. Et c'est une autre tradition de la souveraineté qu'on trouve chez Barbeyrac, Burlamaqui, des gens qui ne sont pas forcément très connus, et surtout qui va trouver son acmé aux États-Unis, avec la fondation des États-Unis d'Amérique en 1787, le moment constituant, le moment constitutionnel américain, la ratification de Philadelphie. Et ça, c'est le moment où on va penser la souveraineté non pas comme une indivisible, absolue, perpétuelle et inaliénable, mais comme divisible, comme susceptible de se partager entre des niveaux de pouvoir différents. Et c'est toute l'idée, entre guillemets, fédérale, telle qu'elle apparaît, alors d'abord avec Montesquieu et ensuite chez Madison et Hamilton, c'est cette généalogie que j'essaie de restituer. L'idée fédérale, c'est l'idée que, certes, le peuple est souverain. Bien sûr, c'est le peuple qui est le titulaire originaire de la souveraineté. Mais ensuite, le peuple peut déléguer la souveraineté. En quelque sorte, il a le pouvoir de la déléguer, et il a le pouvoir de la déléguer à plusieurs niveaux. Au niveau des États, au niveau de la fédération. Et donc ceux qu'on appelle les fédéralistes, qui s'opposent aux antifédéralistes, qui eux continuent avec la lignée Bodin, Hobbes, Rousseau, qui eux sont vraiment pour une souveraineté unitaire, voire monolithique, eh bien ce que disent les fédéralistes contre les antifédéralistes, c'est que non, en fait, on peut penser la souveraineté comme un ensemble de compétences.
comme un faisceau de droits. Et que, bien sûr, il s'agit de penser comment on distribue les compétences entre le niveau fédéral et le niveau, on pourrait dire, des États, le niveau local. Comment on distribue les compétences, c'est quelque chose de difficile. Jusqu'où faut-il centraliser? Qu'est-ce qu'on centralise? Est-ce qu'on centralise autre chose que la défense et le commerce, par exemple? C'était ça au début, les États-Unis, c'était la défense et le commerce. Et puis la Banque centrale. Donc, qu'est-ce qu'on veut centraliser à l'échelle fédérale et qu'est-ce qu'on veut laisser à l'échelle des entités fédérées? Quel degré d'autonomie relative on laisse à ces entités? Entre parenthèses, c'est un peu la question qu'on a entre l'État-nation et les collectivités territoriales. Quand on essaye de penser une loi de décentralisation, quelle autonomie on laisse aux régions? Voilà, c'est une question fondamentale dans les politiques publiques. Et donc, moi, ce qui m'était apparu dans le livre, c'est qu'en fait, en France, on a toujours évité de se poser cette question. Parce que nous sommes profondément rousseauistes. Nous avons adopté l'héritage du contrat social qui a été sanctuarisé au moment de la Révolution française. Et notre devise, bien sûr, qui en porte témoignage. Et donc, si vous voulez, parce que nous sommes rousseauistes, nous croyons à la République, une, indivisible, inaliénable et absolue. Et nous sommes profondément réfractaires au fédéralisme. En France, le fédéralisme a horriblement mauvaise presse. Et d'ailleurs, lorsque Emmanuel Macron défend la souveraineté européenne, il prétend ne pas être fédéraliste, alors qu'en fait, on ne peut pas défendre l'un sans l'autre. Donc, si vous voulez, il y a une question essentielle qui est de savoir, si on est fédéraliste, qu'est-ce qu'on veut mettre au centre? Et ça, cette question-là, elle est complètement ouverte, démocratiquement ouverte. Je suis fédéraliste, je ne suis pas favorable à une centralisation bureaucratique de toutes les compétences. Et donc, toute la question, c'est de savoir ce qu'on veut centraliser et ce qu'on veut décentraliser. Et donc, voilà, ce que vous avez appelé le principe de subsidiarité. Qu'est-ce que c'est que la subsidiarité, telle qu'on l'entend aujourd'hui dans le droit européen et dans les politiques européennes? C'est le fait de penser la démocratie à l'échelle pertinente et le plus proche possible des administrés, le plus proche possible des citoyens. Dans l'idée de subsidiarité, on a l'idée que, a priori, le niveau local est toujours plus efficace que le niveau régional, que le niveau national, que le niveau supranational. Mais il se trouve qu'il y a des questions qui ne peuvent être traitées qu'à l'échelle supranationale. Et notamment, on le voit aujourd'hui, les questions de défense, questions de sécurité collective, pour une part, doivent être traitées au niveau fédéral. De même que, puisque nous avons une monnaie unique, il y a des questions économiques très fondamentales qu'on ne peut traiter qu'au niveau fédéral. Et donc, moi, la thèse que je défends dans le livre, que vous avez un petit peu rappelé, c'est qu'ils font un nouveau télos, une nouvelle finalité, une nouvelle raison d'être au projet européen, qui n'est plus seulement, même si c'est déjà magnifique, la sécurité, la prospérité et la liberté, c'est ça les trois grandes raisons d'être du projet européen, mais en plus, ce que j'aimerais ajouter, c'est la solidarité, que j'entends de manière à la fois sociale et environnementale. Et c'est la raison pour laquelle le livre défend un fédéralisme fiscal, social et environnemental. Voilà. Merci beaucoup pour cette réponse extrêmement complète aux questions posées, que je vous ai posées. Alors maintenant, nous aimerions ouvrir le débat et l'espace pour les discussions qui pourraient venir de la salle, de votre public. Et voilà, je ne sais pas si quelqu'un souhaite poser une question ou faire un commentaire, une remarque sur les échanges que nous venons d'avoir ou d'autres aspects de l'ouvrage. Oui, je vous remercie pour vous être penché sur la question de l'Europe et notre union, parce qu'elle est très importante, que ce soit l'Union européenne ou Communauté européenne. Je partage votre idée de fédération d'Europe ou confédération, à condition de respecter les cultures nationales et régionales. Maintenant, c'est pas qu'une question de forme, à savoir si tout va être centralisé à Bruxelles et qu'on va laisser tomber Luxembourg et Strasbourg, mais c'est également le fond. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on y met dedans et puis, vous parlez de république, mais une démocratie n'est pas forcément une république. Ça peut être une monarchie parlementaire. D'ailleurs, vous l'avez bien rappelé, comment dirais-je, la tradition parlementaire
de la Grande-Bretagne, qui a créé le parlementarisme au XVIIe siècle, voilà, et qui faisait partie de l'Union européenne jusqu'au Brexit. Donc, démocratie, c'est pas forcément une république, ça peut être une monarchie parlementaire, comme on dit ici. La monarchie belge a des accents républicains et la République française se comporte comme une monarchie, comme vous savez. Et puis alors, deuxièmement, vous dénoncez la souveraineté, l'idée de souverainisme, etc. Bon, je ne sais pas si vous cherchez les causes, parce que je n'ai pas lu votre livre, mais il faut quand même se souvenir que dans le traité de Rome, il y avait 3 volets, économique, politique et social. Ça a surtout été économique, bien sûr. D'ailleurs, ce que voulaient les Anglais, eux, ils voulaient une zone de libre-échange économique. Voilà. Comme disait De Gaulle, ils n'étaient pas prêts pour l'Europe et qu'il a fallu attendre la mort de De Gaulle pour qu'il rentre. Politique, oui, un peu, mais alors social, pas du tout. Et je me rappelle très bien, enfin, je n'étais pas encore, j'étais trop jeune, mais à partir des premières élections européennes en juin 1979, tous les 5 ans, bon, oui, le volet social, on verra ça après. Et puis, les politiques français disaient non, mais c'est pas nous, c'est l'Europe, etc. Et tout. Et donc, il y a eu un peu une défiance par rapport aux institutions européennes. On avait vu le traité de Maastricht en 93, c'était passé juste. Et puis, 12 ans après, le TCE, c'est pas passé. Et si, c'est quand même passé, avec le traité de Lisbonne. C'est-à-dire qu'il y a eu un déni de démocratie au niveau européen. Moi, le TCE, le 29 mai 2005, c'est pas passé, vous voyez. Et ce qui fait, il ne faut pas s'étonner, comment dirais-je, s'il y a une montée du souverainisme. Il y a eu, comment dirais-je, peut-être effectivement une manque de solidarité avec l'Italie, qui a maintenant un gouvernement avec une présidente du Conseil nostalgique de Benito Mussolini. Eh oui, non, mais voilà, avec la question des migrants qui arrivent sur les côtes italiennes, etc. Et peut-être qu'il y aurait eu peut-être plus de solidarité nécessaire avec les péninsules italiennes. Voilà, donc, alors je distingue démocratie et sociale, ce n'est pas du tout la même chose, parce que démocratie, ça renvoie aux politiques. Maintenant, l'application des politiques néolibérales avec tous les lobbies néolibéraux qui sont voilà, dans les institutions européennes ont besoin de s'appuyer sur un peu des régimes forts qui sont un peu antidémocratique. Voilà. Donc, moi, je lance la discussion. Je me dis, mais à quand il y aurait, par exemple, le contrôle de la BCE par le Parlement européen? À quand il y aurait des cahiers de doléances à la Commission européenne? À quand une Europe sociale, démocratique, écologique et pacifique? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que tout ce que vous dites est très juste et j'essaye d'aborder ces différents points dans le livre. Je n'ai pas eu le temps d'y revenir de manière totalement complète ce soir, mais je passe beaucoup de temps notamment sur ces questions. L'Europe sociale aura-t-elle lieu? C'est le 6e chapitre. Et je reviens dans ce chapitre de manière très approfondie sur la critique qui a été énoncée, émise dans le sillage de Michel Foucault, de ses cours au Collège de France qui ont été réunis sous le titre Naissance de la biopolitique, qui ont donné lieu ensuite à toute une littérature, et vous avez peut-être entendu l'an dernier Christian Laval et Pierre Dardot, qui sont un peu les héritiers ici de Michel Foucault sur ces thématiques-là, sur la nouvelle raison du monde néolibérale, et qui, si vous voulez, ont véhiculé l'idée en France, mais elle est partagée parfois hors de France, selon laquelle l'Union européenne serait le cheval de Troie du néolibéralisme, et selon laquelle l'Europe sociale serait nécessairement une illusion. Alors, moi, justement, j'essaye de démonter de manière systématique leurs arguments. Alors, il y a une part de vérité qu'il faut reconnaître, c'est en effet que le marché unique s'est fait sur la base de ce qu'on appelle les libertés économiques et la levée des entraves au marché intérieur. Et la Cour de justice de l'Union européenne a joué un rôle décisif par sa jurisprudence. Vous savez que depuis 1963-1964, 2 arrêts absolument fondamentaux, eh bien, le droit européen s'impose au droit national. Et donc maintenant, le droit, il y a un ordre juridique européen, et cet ordre juridique européen, il s'est d'abord constitué pour lever les entraves
au marché intérieur. Mais ce qu'on sait moins, et que je rappelle dans le livre, dans le chapitre 6, assez longuement, c'est qu'en réalité, la Cour de justice ne s'en est pas du tout tenue là. Elle ne s'est pas du tout tenue aux seules libertés économiques et à la garantie des libertés économiques, notamment la liberté d'entreprendre, la libre prestation de services. La Cour a toute une jurisprudence sur la citoyenneté sociale. Et curieusement, ça, en France, personne n'en parle. Très peu de gens en parlent. Il y a une énorme jurisprudence qui a rendu possible l'ouverture des États-providence nationaux aux ressortissants intracommunautaires, avec par ailleurs des pistes d'ouverture pour des pays tiers hors Union européenne. On a des directives extrêmement progressistes de la Commission qui actent, à partir de 2004, la jurisprudence de la Cour de justice. Et très bizarrement, ça, les néo-foucaldiens n'en parlent jamais. Alors, je ne sais pas si leur ignorance est totale sur cette jurisprudence de la Cour, mais en tout cas, il faudrait qu'ils s'y penchent. Deuxièmement, sur la Banque centrale. Ça, c'est le fer de lance des altermondialistes. Là aussi, il y a des banques centrales dans toutes les démocraties libérales, dans toutes les démocraties occidentales. La France a une banque centrale. On peut discuter pour la question de savoir si, oui ou non, on estime que la Banque centrale doit être indépendante. Il y a des débats aujourd'hui entre les économistes, les politistes. Mais à titre personnel, je suis favorable à l'indépendance des banques centrales. La question des missions des banques centrales est une deuxième question. Est-ce que, comme la Fed, on veut par exemple favoriser le plein emploi, ou est-ce qu'on veut, comme la Banque centrale européenne, miser plutôt sur l'orthodoxie monétaire et la stabilité budgétaire? C'est une autre question démocratique, il faut se la poser. Et puis, troisièmement, il y a la question de la manière dont la Banque centrale rend des comptes. La Banque centrale européenne, et ça c'est quelque chose qui n'est pas passé non plus chez les altermondialistes en France, rend des comptes au Parlement européen, de manière régulière. Mais il y a un problème, car cette rédiction des comptes suppose un niveau d'expertise qui, en effet, est problématique. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai entendu dire, c'est qu'en effet, les experts du Parlement n'ont pas le niveau des experts de la Banque centrale européenne. Et donc, parfois, il y a des difficultés de dialogue entre les institutions européennes. On ne peut pas le nier. Savoir le vrai travail, ce qu'est le vrai travail d'une banque centrale, c'est compliqué. Mais je ne vous laisserai pas dire, et je ne laisserai personne dire, que la Banque centrale ne rendait compte à personne. Ce qui s'est passé en mai 2020, je ne sais pas si vous avez suivi cet épisode fracassant, la Cour allemande, la Cour de Karlsruhe, la Cour fédérale allemande, a, saisie par des avocats allemands, a affirmé que la Banque centrale européenne était sortie de sa juridiction, avait fait une sorte d'abus de pouvoir, en mettant en place, sous la direction de Mario Draghi, une politique, je ne sais pas si vous avez suivi ce passage, en 2015, d'émission budgétaire, ce qu'on appelle le quantitative easing. Donc, qui était effectivement pas du tout dans les statuts de la BCE, pas du tout dans le mandat de la BCE. La BCE doit faire en sorte que l'inflation ne soit pas trop élevée, doit faire en sorte qu'il y ait une stabilité monétaire. Bon. Mais, en fait, sous la présidence de Draghi, il y a eu comme une sorte de bond qui s'est produit dans l'émission de la Banque centrale. Et puis, en fait, il y a eu de l'émission monétaire. Et pendant le Covid, il y a eu une énorme émission monétaire. Donc, si vous voulez, on peut d'ailleurs être pour ou contre. Ça, c'est une question démocratique, c'est une question économique. Je ne rentre pas dans les détails techniques. Mais en tout cas, la Cour allemande s'est saisie de la question. Et, en fait, la Banque centrale a été sommée de se justifier, ce qu'elle a fait devant le Bundestag. Donc, la Cour, la Banque centrale n'est pas seulement responsable devant le Parlement européen, elle est responsable devant les parlements nationaux. Donc la Banque centrale a envoyé des gens s'expliquer devant le Bundestag, et à ce moment-là, la Cour de justice a dit « D'accord, dans ce cas, ça va ». Il y a une accountability, c'est vraiment intraduisible, je ne sais pas, enfin voilà, une reddition des comptes démocratique, y compris pour la Banque centrale, elle n'est pas au-dessus des lois. Donc voilà, il faut faire très attention avec ce qui se dit sur les institutions européennes, qui souvent témoignent d'une méconnaissance des différents niveaux, en effet, ces institutions fonctionnent. Sur la question citoyenne, je suis d'accord avec vous. Alors, premièrement, en effet, on a voté non, et puis tout d'un coup, dans le traité de Lisbonne, on retrouve les mêmes dispositions. Entièrement d'accord, j'en parle beaucoup dans le livre, c'est sans doute ce qui a fait le plus de mal à la construction européenne, ce qui a suscité les plus forts sentiments de dépossession démocratique. Et je ne cherche pas du tout à défendre ce qui s'est produit à ce moment-là. Ce que je dis simplement, c'est que si vous regardez le traité de Lisbonne avec attention, vous vous apercevrez que tout ce qu'il y a dans le traité de Lisbonne, ce sont des progrès démocratiques. Tout. Il n'y a pas une réforme institutionnelle
qui n'aille pas dans le sens d'un progrès démocratique. Je vous donne juste un exemple. L'initiative citoyenne européenne, je ne sais pas si vous connaissez ce mécanisme, l'initiative citoyenne européenne, c'est le fait qu'1 million de citoyens européens, alors c'est pas mal 1 million, mais enfin on est 450 millions en Europe, maintenant que les Anglais sont partis, 1 million de citoyens européens venus de 7 pays différents peuvent faire campagne et déposer une demande, une proposition législative. Alors bien sûr, il faut des conditions, mais si la Commission considère que c'est valable, elle donne de l'argent, elle donne un soutien logistique, elle donne un soutien financier aux citoyens pour qu'ils puissent faire campagne et promouvoir leur initiative. À ce jour, il y a 7 initiatives législatives d'initiatives citoyennes qui sont passées en Europe. Et en fait, la plupart sont autour de thématiques écologiques ou sociétales. Bien-être animal, lutte contre l'écocide, etc. Mais il y a aussi des problématiques plus politiques qui accèdent ainsi à l'agenda. Donc il ne faut pas dire que les citoyens n'interviennent jamais. Il y a des leviers institutionnels, on peut dire on voudrait les étendre. Moi, par exemple, je suis extrêmement favorable, c'est la réforme institutionnelle qui me paraît la plus importante, à ce que le Parlement européen dispose du droit d'initiative législative, ce qu'il n'a pas à l'heure actuelle. Le Parlement européen, il peut amender les propositions de loi de la Commission, il ne peut pas les énoncer. Tant que le Parlement n'a pas le droit de proposer des lois, il me semble qu'on est dans une démocratie un peu dysfonctionnelle. Mais bon, ça c'est mon point de vue. Donc voilà, on peut défendre des réformes, des institutions, mais on ne peut pas dire que, en tout cas, en général, l'Union européenne forme un déni de démocratie. J'ai apprécié votre exposé, votre présentation là, de vos idées et je les partage en grande partie. Mais j'aurais 2 questions à vous soumettre. La première, ça concerne en fait le sentiment que j'ai que les démocraties nationales sont souvent limitées ou bornées par, je pense peut-être la Commission européenne, qui me semble ne pas être élue au suffrage universel et qui parfois semble donner des directives en matière économique ou sociale ou financière et qui semble s'imposer malgré les contre-pouvoirs, malgré les corps intermédiaires. Et donc je trouve que là, ça a un effet négatif sur les démocraties nationales. Il y a quelque part, enfin, pas un respect de la libre administration des pays qui sont démocratiques. Et j'ai une deuxième question, c'était par rapport à ce qui s'était passé au moment où la Grèce était en difficulté financière et il y avait eu un vote qui avait mis au pouvoir un gouvernement de gauche et qui a dû renoncer en fait à sa politique économique et sociale parce que apparemment la Banque centrale européenne, la Commission européenne, peut-être le FMI à l'époque, je ne sais plus exactement, en fait avait estimé que ben non, c'était le résultat des élections en Grèce n'était pas convenable entre guillemets. Alors j'aurais voulu avoir votre point de vue là-dessus et si vous pensez que là il y a eu enfin un respect de la démocratie grecque à ce moment-là. Merci beaucoup. C'est une question décisive, là aussi, que j'aborde un peu dans le livre. Je pense que c'est, pour moi, le pire moment. Quasiment, enfin, il y a quelques moments assez tragiques dans l'histoire de la construction européenne. Le moment de la crise grecque est l'un des pires moments, clairement. Il y en a d'autres, où là, la solidarité, pour le coup, que j'appelle de mes voeux, ne s'est pas du tout manifestée, et pour des raisons qu'on connaît très bien. Vous avez sans doute vu Adult in the Room de Costa Gavras, c'est vraiment quelque chose qui montre très bien, pour une raison très simple, c'est qu'en effet, les Allemands ont totalement bloqué les propositions de solidarité qui étaient notamment portées par la France, à l'époque c'était François Hollande, si bien que les négociations qui avaient lieu notamment avec Tsipras ou Varoufakis n'ont pas pu aller dans le sens que souhaitait la France. Là, il y a eu vraiment une sorte de découplage du tandem franco-allemand et il y a eu un rapport de force, c'est-à-dire l'Allemagne a imposé ses vues. Et vraiment, ça, c'est l'Europe sous hégémonie allemande qui s'est manifestée à ce moment-là. Donc la Troïka, en effet, FMI, vous avez raison, FMI, alors il y a eu la Troïka, il y a eu l'Eurogroupe aussi, quelque chose qui n'existait pas d'ailleurs dans les statuts, entre guillemets, qui s'est manifesté à ce moment-là. Donc on a eu des institutions qui paraissaient tout à fait antidémocratiques. Alors, je ne rentre pas ici dans l'aspect crise de la dette, parce que la Grèce était bailleur de fonds,
Elle avait truqué ses statistiques, comme vous le savez, c'est-à-dire qu'en fait, au moment où la Grèce est entrée dans la zone euro, elle a menti complètement sur toute la ligne, sur l'état effectif de ses finances publiques et le très haut niveau de corruption dans lequel se trouvait l'État grec. Donc ça, je laisse ça de côté, l'aspect technique, économique. Ce qui s'est passé d'un point de vue politique, et que je trouve complètement répréhensible, c'est qu'en fait, on a eu droit à quelque chose qui relève pour moi de la logique des grandes puissances. Vous savez que quand l'État moderne grec a été créé au XIXe siècle, le premier roi grec était allemand. C'est-à-dire que la Grèce, ça a toujours été considéré par l'Allemagne comme son terrain de jeu privilégié parmi d'autres. La Grèce, c'était une sorte d'arrière-cour, en fait, pour l'Allemagne. Donc, bon, il y a eu toute une histoire ensuite de la Grèce moderne, mais pour moi, ce qu'on a vu en 2015, c'était le retour de cette politique néocoloniale, néo-impériale, et pas l'Union européenne. Parce qu'en effet, quand Wolfgang Schäuble, le ministre des Finances allemand, a imposé ses vues, là, pour le coup, c'était en effet une forme de diktat, entre guillemets. Donc Tsipras a présenté les résultats du référendum, qui en effet étaient très clairs, et l'Eurogroupe, comme la Troïka, ont dit, non, il y a un mémorandum, si vous voulez de l'argent, vous obéissez aux conditions. Il y a des conditions, si vous voulez, qu'on vous finance. Donc là, on était dans une situation débiteur-créditeur et pas dans une situation, je dirais, de collégialité politique. Donc, c'était absolument pas démocratique. En ce sens, je vous suis complètement. Mais si vous voulez, pour moi, c'est pas révélateur de l'essence même des institutions européennes. C'est révélateur d'un dysfonctionnement dramatique de ces institutions au moment où l'Union européenne n'était plus du tout à la hauteur de l'idéal qu'on peut souhaiter qu'elle soit, c'est-à-dire une vraie démocratie, et où elle est retombée dans la vieille politique de puissance diplomatique, avec tous ses effets pervers et tous ses défauts. Cela dit, pour ne pas blanchir complètement les Grecs qui ont eu leur tort. Encore une fois, d'un point de vue politique, l'entrée de la Grèce, notamment dans la zone euro, ça a été une mystification totale. Donc voilà, juste pour restituer les choses. Mais en tout cas, politiquement, c'était un désastre. Parce qu'en effet, à ce moment-là, on a eu cette impression d'un diktat allemand. Et cette idée qu'on a parfois que l'Union européenne, au fond, c'est une structure d'opportunité qui sert des États, mais certains États plus que d'autres, et en particulier l'Allemagne plus que les autres, c'est apparu à ce moment-là en pleine lumière. Je pense que les choses ont changé depuis, et je pense que ce qui a été vraiment pour moi une erreur historique, je pense qu'il y a eu un certain nombre de leçons qui ont été tirées de cet épisode. Ça ne veut pas dire que ça ne se reproduira pas. Mais si vous voyez, par exemple, aujourd'hui, la renégociation du pacte de stabilité, je ne sais pas si vous avez suivi un peu ça, cette fameuse cage de fer, comme disait Varoufakis, les règles de la gouvernance économique et monétaire, aujourd'hui, elles sont renégociées avec beaucoup plus de souplesse. Au moment du Covid, on a dit jusqu'à 2023, on lève complètement la fameuse règle d'or des 3% et des 60%. 3%, vous savez, du déficit et 60% de la dette. Donc ces critères de Maastricht, ils ont été abandonnés avec le Covid. Les États, ils dépensent tout ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, on parle d'une réforme, d'une refondation du pacte de stabilité qui permettrait, par exemple, de sortir les investissements d'avenir, les investissements écologiques, et peut-être certains investissements de défense, c'est en négociation, justement, de cette règle d'or. Donc tout est en renégociation. Et il ne faut pas croire que en fait, la Commission européenne a toujours mécaniquement appliqué les sanctions, par exemple, qui sont prévues par les traités. Pour vous donner un exemple, en 2003, la France et l'Allemagne auraient dû avoir des sanctions pour déficit excessif. La Commission ne les a jamais prises. En fait, il y a eu très peu de sanctions effectives qui ont été prises contre très peu de pays. L'Espagne, le Portugal, la Grèce ont toutes échappé aux procédures de sanctions pour déficit excessif. Donc si vous voulez, quand on regarde les textes, ça paraît absolument abominable, et la Grèce a beaucoup souffert, ça je ne le nie pas, mais en fait dans la réalité de l'application des critères, ça a toujours été avec beaucoup plus de souplesse, parce qu'en fait, les Européens, c'est d'abord les États membres. Alors bien sûr, la Commission est une instance bureaucratique, mais elle est quand même au service d'un projet qui est porté par les États membres. Son intérêt n'est pas que les États membres soient mécontents. Son intérêt, c'est aussi que l'euro fonctionne, qu'il y ait une stabilité économique. Donc, il faut des règles, il faut une discipline budgétaire, mais il ne faut pas, évidemment, que les États-nations soient exsangues sous l'effet de sanctions qui sont disproportionnées. Voilà. Je ne sais pas si ça répond un peu à votre question, mais en tout cas, je pense qu'il faut regarder vraiment de manière nuancée l'action de la Commission, qui est parfois rigide et parfois beaucoup plus souple que ce qu'on dit généralement.
Merci beaucoup pour cet exposé. J'ai fortement apprécié. Je vous ai noté juste une petite question parce que je préfère la noter. Du coup, moi, ça parle plus sur la question de un peu comprendre l'absence d'engouement, de citoyenneté, d'engouement et de sentiment comme citoyen européen. Enfin, moi, je me considère comme citoyen européen. Bref. Je pense qu'il y a aussi une absence de la citoyenneté européenne et d'acceptation de la souveraineté européenne chez les peuples européens aussi. Cela peut s'expliquer peut-être par le fait qu'il n'y a pas vraiment de moment fondateur de l'Union européenne en tant que telle. Ok, pour nous, on pourrait dire que c'est la CESA, le moment fondateur. Un Polonais s'en fichera un petit peu de la CESA, même si après il y a la CEE, même si après on tombe dans l'Union européenne. Tout ça, c'est dans une évolution et j'ai l'impression que dans tout système politique, il y a quand même une idée qu'il faut un temps zéro, que ce soit une révolution, en France d'une révolution, enfin voilà. Et dans toute l'histoire européenne, il n'y a pas vraiment ce moment fondateur-là. Moi, je suis belge, je suis bruxellois. Par exemple, je vois la maison de la culture européenne qui est dans le parc Léopold, juste à côté, dans tout le quartier européen. Et je vois ça un peu comme, à mon avis, c'était une idée de l'Europe, je ne sais pas de qui émane cette idée, mais d'essayer de un peu valoriser un moment fondateur. Ce musée est complètement vide, en fait. Vous avez raison, c'est ça qui est dramatique. C'est que plus en fait, les institutions font des efforts pour susciter l'intérêt et l'adhésion des Européens, plus en fait, en général, elles échouent complètement. Il y a une sorte un peu de tragique dans cette... dans ce manqué qui est, en effet, l'Europe des citoyens a du mal à advenir. Je crois que vous avez vraiment raison sur la question du moment fondateur. Nous nous référons sans cesse en France à la Révolution française comme à notre grand moment constituant. Bien sûr, il y a eu 1793, mais il y a eu 1789, il y a eu la Déclaration, il y a eu ce moment constituant que l'on revit, que l'on apprend dans les écoles, qui permet de constituer un roman national et une communauté imaginée, comme dit Benedict Anderson, avec toutes ces dimensions rituelles, symboliques, civiques, le cérémonial qui va avec, la devise, le drapeau, etc. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à faire ça en Europe ? Il y a plusieurs raisons. C'est vrai que la CECA, la communauté économique charbon-acier, c'était vraiment pas un projet qui pouvait susciter l'enthousiasme des peuples. On prend les entreprises sidérurgiques de la France et de l'Allemagne, on fait un pool industriel, ça fait pas rêver, quoi. Voilà. C'est très utile pour réconcilier des ennemis de toujours et en faire des bons voisins. C'est quand même extraordinaire. Ça a marché. La France et l'Allemagne ont réussi à passer par-dessus une inimitié très, 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 très profonde, qui n'était pas seulement celle de la Seconde Guerre mondiale, qui datait de 1870. Donc, d'accord, mais ça ne fait pas rêver. Donc, il est vrai que le projet initial des institutions européennes est un projet technocratique. Il est assumé de manière technocratique. Il faut savoir que les institutions européennes ont été créées par des Français. Donc, Jean Monnet, bien sûr, mais surtout un juriste qui travaillait auprès de Jean Monnet, que vous connaissez peut-être, mais qui est assez peu, étudié aujourd'hui, qui s'appelle Paul Reuter. Paul Reuter, un juriste parisien, qui était en fait le véritable architecte des institutions et qui avait créé justement ce qu'il appelait à l'époque la haute autorité. D'abord haute autorité de la CECA, et ensuite c'est entré en effet dans les communautés économiques européennes. La haute autorité de la CECA, c'est l'ancêtre de la Commission. Et c'est une entité qui est conçue comme une entité technocratique, avec des experts. Et quand on pense cette expertise, c'est justement, et c'était ça l'idée de Reuter à la base, c'était se protéger des passions populaires. Parce qu'à l'époque, ils étaient vraiment très hostiles et très méfiants à l'égard des passions populaires. Ils disaient, voilà où ça nous a menés, au fascisme en Italie, au nazisme en Allemagne. En France, il y avait quand même un certain nombre de pétainistes. Donc voilà, il faut essayer de protéger l'intérêt général européen des passions populaires. C'était ça le projet initialement. Donc après, toute l'histoire de la construction européenne, c'est comment on a essayé de rattraper les peuples. Et en général, on dit qu'il y a eu un consensus permissif au début, et puis il s'est tari. Et donc on a essayé de créer, rapprocher l'Europe des citoyens. Et vous avez raison, on n'a jamais réussi à le faire complètement.
malgré le succès d'Erasmus, malgré les tentatives pour écrire des histoires européennes, créer des musées de l'Europe, créer toute une série d'institutions. On a eu aussi tous des projets architecturaux qui, moi, me paraissent très intéressants, architecture et design, pour essayer de matérialiser l'espace public européen, des chaînes de télévision, etc. On n'a jamais complètement réussi. Et je pense que vous avez raison. C'est parce qu'on n'a pas ce moment fondateur avec l'incandescence du moment révolutionnaire auquel on peut se rapporter à la fois historiquement et symboliquement, pour dire, voilà, c'est à ce moment-là qu'on a créé l'Europe. Il faut savoir, je finirai là-dessus ma réponse, que les fédéralistes italiens, pour qui j'ai la plus grande admiration, et notamment Altiero Spinelli, c'était des résistants antifascistes. Ils ont écrit un grand manifeste qui s'appelle le Manifeste de Ventotene en 1941, quand ils étaient sur une petite île exilés par Mussolini. Ils ont écrit ce manifeste pro-européen sur un papier à cigarette qu'ils ont caché, roulé, qu'ils ont réussi à faire passer sur le continent. Et ça a été une des bases du fédéralisme européen dans les années 40 et 50. Et donc, en fait, les fédéralistes italiens, comme Spinelli, ils savaient parfaitement ça, ce que vous dites. Et ils appelaient à un moment constituant. Ils voulaient qu'il y ait un grand congrès des Européens et qu'on crée une constitution. Ils voulaient qu'il y ait des journaux, des citoyens qui affluent de toutes les parties d'Europe et qu'on ait ce grand moment symbolique un peu révolutionnaire, il faut bien le dire. C'était des révolutionnaires, ils étaient d'ailleurs socialistes. Et ce moment n'a jamais eu lieu. Et tristement, pour moi, l'histoire de la construction européenne, c'est un peu l'histoire de l'oubli de ce fédéralisme italien qui s'est fait en quelque sorte marginaliser petit à petit et qui n'a pas réussi à imposer son agenda politique aux autres forces intellectuelles et politiques dans la construction européenne. Mais ils étaient tout à fait conscients de ce que vous dites et ils voulaient un vrai moment fondateur. Ça aurait pu être 2005, et pour les raisons qu'on sait, ça ne l'a pas été, sans doute parce que la constitution qu'on nous proposait était vraiment très maladroite, résultat d'un compromis mais très maladroit, et que la convention n'était pas assez populaire. La convention présidée par Valéry Giscard d'Estaing, c'était une petite convention, et ça n'avait pas l'allure vraiment d'un moment révolutionnaire, ça c'est certain. Merci Madame pour la qualité de votre exposé qui montre que vous avez une connaissance extrêmement fine, extrêmement précise du dossier. Alors moi je ne suis pas tout à fait d'accord non plus avec ce que vous avez dit, notamment on pourrait beaucoup creuser, mais on ne pourra pas le faire, sur ce qui s'est passé entre le Parlement allemand et la Cour la Cour constitutionnelle allemande. Je ne vais pas revenir non plus sur la BCE, dont vous dites qu'elle est indépendante, alors que quand on regarde les choses de manière un peu détaillée, et notamment les dossiers que vous avez évoqués, elle est très dépendante des marchés financiers mondiaux. Et en particulier, je pense que quand le patron de BlackRock téléphone à Madame Lagarde, on sait qui est le patron. Maintenant, je voudrais vous quand même poser deux questions. La première, que pensez-vous de la règle de l'unanimité qui est aujourd'hui discutée? Et deuxièmement, que pensez-vous de la politique allemande concernant l'énergie? Alors, juste un petit rappel, je suis philosophe. Ça n'exonère pas ça ne m'empêche pas de répondre, mais bon, sur la question de la politique de l'énergie, je crois que je vais mettre mon joker parce que je n'ai pas de compétences particulières là-dessus. Simplement, c'est vrai qu'on peut contester la manière dont les rapports de force fonctionnent au niveau européen, et je suis loin de les contester. C'est vrai qu'il y a plusieurs instances, et l'instance où les rapports de force sont les plus forts, ce n'est pas la Commission, ce n'est pas la Banque centrale, et ce n'est pas la Cour de justice, c'est le Conseil européen et Conseil de l'Union européenne, c'est-à-dire l'instance intergouvernementale, ni supranationale ni fédérale, mais intergouvernementale, où les États membres, soit les chefs d'État, soit les ministres concernés, effectivement rentrent dans des négociations diplomatiques avec des rapports de force classiques. C'est là que l'Allemagne impose ses vues, on est d'accord. Donc pour revenir à votre première question sur, là vraiment une question que j'aborde dans le livre, sur la question de la fameuse règle d'unanimité, comme je suis fédéraliste, vous l'avez compris, je défends effectivement le fait que la règle d'unanimité, qui déjà ne vaut pas dans tous les cas, vous savez, depuis, notamment, il y a eu toutes sortes d'épisodes, il y a eu l'épisode de Gaulle. De Gaulle était très, très hostile à l'avancée fédérale, et donc il avait tenu absolument à ce qu'on maintienne
la règle d'unanimité aussi souvent que possible. Hein, il avait refusé le bond fédéral qu'aurait constitué le passage à la majorité qualifiée au Conseil. Mais bon, depuis quand même, et de plus en plus, il devrait y avoir un certain nombre de sujets qui sont traités par des votes à la majorité qualifiée. Il se trouve que pour des raisons, je dirais, diplomatiques, la plupart du temps, on privilégie le consensus et l'unanimité. Parce qu'on ne veut pas que les États membres se sentent justement dépossédés. Donc on travaille vers le compromis, on travaille vers le consensus, et souvent, il y a des votes, des vétos. Ça a été le cas, notamment récemment, plusieurs fois. Viktor Orban, notamment, a plusieurs fois opposé son veto. Par exemple, sur la législation, je vous donne un exemple, puisqu'on parlait d'énergie, moi je vous parle de la Commission européenne a depuis longtemps des projets pour taxer le kérosène, qui est ridiculement sous-taxé, hein, et c'est un problème environnemental majeur. Il y a un veto de Malte et de Chypre, hein, putatif. Ça n'a pas été porté au vote, mais on sait que Malte et Chypre vont s'opposer au Conseil quand on va aborder cette question de la taxation du kérosène, parce qu'eux, ce sont des îles, ils considèrent qu'ils sont totalement tributaires du transport aérien. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, si on veut sérieusement former une république fédérative, ce que j'espère, on ne peut pas fonctionner avec des droits de veto qui sont le reflet d'intérêts nationaux étroits. Donc, il faut qu'il y ait plus de sujets qui soient traités avec la majorité qualifiée. Je dis tout de suite, je ne suis pas pour l'abolition de la règle d'unanimité, je ne suis pas pour son abolition complète, parce que je considère qu'il y a toujours des enjeux de sécurité nationale, de défense nationale, ce qu'on appelle des intérêts vitaux pour les États membres, qui doivent continuer à relever de l'unanimité. Et je pense qu'on ne peut pas politiquement s'en passer. Mais il faut éviter ce qu'on observe aujourd'hui, c'est-à-dire finalement des vétos qui sont purement liés à des stratégies nationales et qui sont totalement contraires à l'intérêt général européen. Alors voilà, si vous voulez, ma réponse, c'est plus de votes à la majorité qualifiée, mais pas de suppression de la règle d'unanimité. Je vous remercie pour votre présentation. Alors moi, c'était un mot sur la fiscalité européenne, du coup une fiscalité harmonisée. Aussi les règles sociales en fait partagées, parce que moi j'ai l'impression, alors moi c'est ma lecture à moi, hein, que finalement l'Europe a été finalement créée plus par un projet économique, plus par des intentions économiques. Alors peut-être que derrière il y avait d'abord l'idée d'instaurer un marché commun, et ensuite que des droits politiques, et ensuite que citoyens se fassent jour à la suite de ça, mais j'ai l'impression qu'on est resté bloqué à ça, à ce projet économique de libre marché. Vous parliez de néolibéralisme, d'ordolibéralisme. Et donc, j'ai l'impression que, pour moi, personnellement, c'est ce qui me, disons, me donne pas d'enthousiasme, je dirais, à adhérer au fédéralisme européen. C'est que voilà. Ben, merci beaucoup. Ça me permet de revenir sur un point que je n'ai pas pu aborder et qui est vraiment important sur les origines intellectuelles du projet européen. Pour résumer à l'extrême, hein, vraiment pour simplifier, il y a 3 grandes idéologies qui sont à l'origine du projet européen et qui étaient en rivalité dans les années 50. J'ai mentionné le fédéralisme italien, qui est en général totalement oublié aujourd'hui, mais qui a été très puissant et porté par des voix très importantes. Spinelli, il est resté très puissant au sein du Parlement européen. Il a porté toutes les réformes de parlementarisation. Il avait créé un club du crocodile. Dans les années 80, il était encore assez actif. Donc, le fédéralisme italien, le planisme français, Jean Monnet, hein, celui qui a convaincu Robert Schuman en 1950, Jean Monnet, c'était un planiste, donc dirigiste, pas du tout néolibéral. Hein. Attention, énormément de confusion là-dessus en France. Et troisièmement, l'ordolibéralisme allemand. Au début, et ça c'est mon grand différent avec Christian Laval et Pierre Dardot ou d'autres qui les suivent, hein, il est faux de dire que dès le début, l'ordolibéralisme allemand ait été la seule idéologie qui était active au moment de la formation des communautés économiques européennes. C'est totalement faux. C'était une idéologie parmi d'autres. Et le moment où cette idéologie a triomphé, parce que de fait elle a triomphé, ça a été vraiment en 1989. Sous l'effet conjoint d'ailleurs de plusieurs facteurs géopolitiques et politiques,
le triomphe de Thatcher et Reagan, ça c'est le contexte dans les années 80, l'agenda effectivement néolibéral. D'autre part, la réussite avec la chute du mur de Berlin, de la réunification allemande. L'Allemagne a pris un poids absolument nouveau au sein des institutions européennes, qu'elle n'avait pas auparavant, où c'était quand même toujours la France qui était à l'initiative. Donc, si vous voulez, on a plusieurs raisons qui ont fait que l'ordolibéralisme allemand, qui est une idéologie d'ailleurs dont on peut dire des choses aussi positives, et souvent en France elle est caricaturée à l'extrême, l'ordolibéralisme allemand a de fait triomphé dans les années 80-90 et enclenché tout le processus de libéralisation, dérégulation que l'on connaît. Bien. Alors, votre question portait sur... Alors, je ne me souviens plus, du coup, je me suis lancée dans la question de la fiscalité. C'est ça ? Oui, tout à fait. Fiscalité. Donc, aujourd'hui, la fiscalité ne fait pas partie, vraiment, en fait, des compétences effectives, si bien que toutes les tentatives d'harmonisation fiscale ont échoué. Or, c'est pour ça que je suis pour un fédéralisme fiscal aussi bien que social et environnemental, on ne peut pas penser de politique européenne, sociale, environnementale, cohérente, si on a un marché unique, économique, une monnaie unique, et pas de fiscalité qui permette la régulation de ce marché. Ça, c'est totalement impossible. Et donc, aujourd'hui, on a un problème budgétaire. Le Parlement européen, c'est 1% du PIB, en fait, des budgets nationaux. C'est ridicule. Le Parlement européen a un impact de redistribution qui est énorme. Moi, j'ai siégé notamment à la commission Régie. Enfin, j'étais invitée, j'ai pas siégé, mais j'étais invitée. J'ai vu comment ils fonctionnent. Les fonds structurels européens ont permis une réduction des inégalités territoriales à l'échelle de l'Union qui est colossale. Colossale. Portugal, Espagne, mais aussi Croatie et tous les pays qui sont arrivés dans l'Union européenne après 2004. Donc il y a eu une redistribution énorme, des milliards. La Pologne, aujourd'hui, profite en termes de fonds structurels, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais là, il y a 80 milliards sur la table qui arrivent. L'Italie, 200 milliards. Donc, bon, ça, c'est le plan de relance en plus. Donc, si vous voulez, on est sur des sommes colossales. Mais ça, c'est toujours que 1%. Le Parlement européen, bon, je ne parle pas du plan de relance, c'est d'autres sources budgétaires, mais le Parlement, il a 1% à distribuer. Ce n'est pas grand-chose, vous voyez ? Donc, en fait, ce que proposent des gens comme Piketty, par exemple, que je suis tout à fait sur ce sujet-là, c'est qu'on ait en gros 3%. Et déjà, avec 3%, on aurait des enjeux redistributifs beaucoup plus intéressants. Je rappelle que l'Union européenne n'a pas de compétences sociales. C'est-à-dire que toutes les compétences sociales, elles se les aient un peu octroyées, entre guillemets. Mais en fait, tant que les États membres se réservent, et c'est eux qui décident, la compétence sociale, de même que la compétence fiscale, il ne peut rien se passer. Donc vous voyez, on accuse l'Union européenne de ne pas faire de politique sociale. Voilà, tant que les États membres bloquent, on ne peut pas. Donc si vous voulez, il y a une sorte de mystification là aussi dans le discours. Peut-être une dernière question avant de clore le débat. J'ai un peu la pression, du coup. Sur ce point-là, du coup, la question de la redistribution européenne, il est quand même à noter que sur les fonds tels que le FSE, le FEDER ou Erasmus+, sont quand même, je trouve, des fonds forts de redistribution avec une réelle politique sociale qui, malgré le fait qu'ils sont totalement insupportables à faire en termes de dossiers, sont quand même les collectivités territoriales s'en saisissent de manière relativement conséquente et on pourrait se poser la question de la capacité de mettre en place leur politique publique sans ces fonds spécifiques-là. Et on parlait des sociétés civiles européennes, notamment, je pense au FSE, qui quand même va en grande partie vers des associations nationales, a quand même un effet levier relativement conséquent. Et là, en mettant de côté REACT-EU et le plan de relance qui a quand même été une manne financière pour les territoires nationaux. Et donc, je trouve que quand même ce volet-là, qui est plutôt perçu d'une manière par les acteurs comme une manière d'aller chercher des fonds, est aussi quand même basé sur un projet politique. Vous avez parfaitement raison. Je n'ai pas eu le temps de développer cet aspect. De plus en plus, la thématique de l'Europe sociale, elle est actée à travers les fonds social européen, mais il y a aussi d'autres fonds. Et là,
je ne vais pas vous faire la liste de tous les noms, mais Repower EU, Next Generation EU, enfin on a toute une palette en fait de programmes. Au Parlement européen, quand j'y étais, ils étaient en train de discuter une aide spécifique du Parlement de 40 milliards d'euros pour aider les ménages et les PME européennes à payer leurs factures énergétiques. 40 milliards d'euros qui sont pris sur les fonds du Parlement et qui vont arriver directement alors, aux collectivités territoriales qui ensuite pourront faire des chèques énergie. Le problème, quel est le problème? C'est qu'en fait, les pays, quand ils reçoivent l'argent européen, ne disent jamais, ou presque, que c'est de l'argent européen. Et donc, en fait, ce dont on a parlé au Parlement, c'est notamment le fait qu'il y ait une sorte d'obligation, entre guillemets, pour que les régions disent, oui, en fait, c'est de l'argent européen qu'on redistribue. Parce qu'en fait, par exemple, l'Italie, je ne sais pas si vous avez écouté le discours de Giorgia Meloni, mais elle a dit, on va créer une aide énergétique pour la précarité énergétique. En fait, cet argent, il vient intégralement de l'Union européenne. Ce qui explique aussi d'ailleurs le changement de discours de Giorgia Meloni sur ce sujet. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, on a un décalage énorme entre la rhétorique politique et la réalité. Et en effet, sommet de Göteborg, sommet de Porto, il y a un nombre de textes du Parlement européen qui portent sur l'Europe sociale, alors même qu'en effet, ce n'est pas une compétence de l'Union, qui est colossal. Et ça, c'est quelque chose qui, en France, je suis ravie que vous l'ayez cité, mais qui, en France, est assez mal connu. Une obligation qui est plus ou moins bien respectée en réalité. Très bien, écoutez, merci beaucoup Céline Spector. Et merci à votre public et à celles et ceux qui ont posé des questions pour animer ce débat. Merci et bonne soirée à toutes et tous. Merci, bonsoir.